Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous vous proposons aujourd'hui de faire un tour d'horizon complet de toutes les équipes qualifiées en play-off, celles qui disputent le play-in également. On va vous faire un peu le bilan, prendre la température de chacune des formations avant que les phases finales commencent. Et pour m'accompagner, c'est évidemment Charlie que j'accueille immédiatement. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, on a un gros programme. On a décidé de se lancer un peu c'est un peu notre ascension du Mont Everest pour terminer la saison. Je rappelle aussi pourquoi, parce que moi je pars en vacances avec ma fille, donc je ne serai pas là pour traiter la fin de la saison qui va se terminer là dimanche, où on aura grosso modo toutes les affiches. Il y aura la semaine prochaine le play-in qui va se jouer avec les duels entre la 10e et la 9e équipe, la 7e et la 8e équipe, où on aura à la fin de la semaine tous les classements et donc ensuite quand on aura toutes les équipes qui seront calées en fonction des duels pour les playoffs. Voilà, on vous proposera avec Charlie, n'est-ce pas Charlie, un bilan donc de toutes les affiches dimanche prochain. Ouais. À mon retour de vacances, donc dans la journée de dimanche, là on vous fera deux podcasts logiquement, un avec un preview de la conférence Ouest, un avec un preview de la conférence Est et potentiellement des matchs qui auront déjà commencé. Voilà. Là aujourd'hui l'idée donc c'est de passer donc les 10 équipes de chaque conférence et de dire un petit peu où elles en sont et ce qu'on en pense, toi et moi, à l'aube des playoffs. On commence immédiatement, si tu le veux bien, Charlie, avec la conférence Est et le play-in. Et on commence par les Hawks d'Atlanta. Les Hawks d'Atlanta qui commencent avec, on va dire, un bras attaché dans le dos déjà. Jalen Johnson et Onyeka Okongwu vont être absents du play-in. Trae Young vient à peine de revenir de blessure. J'ai l'impression qu'Atlanta n'a que peu d'espoir de sortir du play-in. Alors après, avec Trae Young, Dejounte Murray, vu le niveau de jeu qu'il affiche depuis plusieurs matchs, j'ai l'impression que tout est possible sur un match, notamment s'ils sont opposés face aux Bulls. Mais je vois pas Atlanta sortir de cette histoire. Oui, c'est ça. Je suis globalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Effectivement, là, dans ce play-in de la conférence Est, on a quand même la sensation qu'il y a un vrai écart entre les 7e et 8e et les 9e, 10e. Alors après, bon, on s'est suffisamment planté la saison dernière pour avoir retenu la leçon. On va quand même prendre des gants. Tout est possible sur un match. Effectivement, du côté d'Atlanta, il y a des profils de joueurs qui peuvent prendre feu et changer le destin d'une rencontre. Maintenant, aujourd'hui, je mettrai pas d'argent sur le fait que Atlanta sorte du play-in. Ça, c'est clair. Complètement, ouais. Et ils seront opposés donc aux Bulls de Chicago. J'ai envie de dire, tu vois, il y a la séquence gag de l'autre jour là où Torrey Craig a essayé de se faire une passe contre le panneau. C'était horrible. Et André Drummond a cru que c'était pour lui et donc est venu derrière pour essayer d'écraser un dunk et en fait a écrasé Torrey Craig. Ils se sont tous les deux ramassés par terre quasiment et le panier était raté. Tout ça pour finir avec un panier raté. Alors, c'est un peu méchant de dire ça parce que il y a quand même eu des bonnes choses du côté des Bulls. On en a dit l'autre fois quand on a fait les trophées. On a notamment évoqué Kobe White qui est une des vraies satisfactions côté Bulls. Il y a DeMar DeRozan aussi, il y a Alex Caruso aussi que j'adore dans cette équipe. Donc voilà, on peut caresser l'espoir sur un malentendu si on est fan des Bulls de voir cette équipe sortir du play-in éventuellement. Voilà, personnellement, j'ai l'impression que les Bulls, la logique voudrait que leur saison s'arrête aux portes du play-in. On verra qui sortira vainqueur de ce duel 9-10 entre les Hawks et les Bulls. Mais je mettrai pas un billet sur les Bulls qui sortent du play-in. Non, pareil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont sécurisé, il me semble, l'avantage du terrain, donc face aux Hawks sur le premier tour du play-in. Mais tout à fait. Mais c'est pas suffisant. Effectivement, t'as mentionné cette action. Alors, c'est un peu ridicule de focaliser sur une action, mais elle est tellement symbolique. Tout à fait. Et puis tu parles de Kobe White, qui est un des rares rayons de soleil de cette équipe. La tronche qu'il fait en voyant cette scène, le pauvre, tu sens que vraiment il se dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est assez terrible. Donc ouais, non, je suis tout à fait de ton avis. Pour moi, si les Bulls sortent du play-in, c'est comme les Hawks, c'est vraiment un exploit et peut-être sur un DeRozan game ou un truc comme ça, pourquoi pas, mais c'est vraiment la grosse cote, quoi. Ouais. Une équipe qui pourrait faire les frais de ces deux équipes, potentiellement, c'est le Heat de Miami. Alors, le Heat nous a encore proposé une saison en demi-teinte. Tyler Hero
vient à peine de revenir de blessure et devrait être, on croise les doigts, dans l'effectif au coup d'envoi des playoffs. Comme l'an dernier, ils vont devoir s'extirper du play-in pour prolonger leur saison. C'est impossible pour moi de les voir rater les playoffs, hein. Mais j'ai envie de te dire qu'il n'y a plus rien qui me surprend avec Miami, dans le bon comme dans le mauvais. Encore une fois, hein, ils arrivent dans ce play-in où je sais vraiment pas quoi faire de cette équipe. La plus grosse question pour moi, c'est est-ce que leur super-héros playoff Jimmy va faire son apparition ou pas cette saison, et clairement, cette équipe en a plus que jamais besoin. Ah ouais, alors il le faut, mais même, en fait, c'est pas que cette équipe qui en a besoin, c'est la NBA a besoin de voir Playoff Jimmy, enfin, on veut voir ce mec-là, tu vois, moi j'accepte qu'il dorme sur toute la régulière, mais à condition qu'il se réveille quand il le faut. Et c'est vrai qu'on a un peu cet espoir-là. Pour moi, ils doivent absolument sortir du play-in, c'est clair. Est-ce qu'on peut envisager une épopée hallucinante comme ils l'ont fait la saison dernière? Ça me semble un peu compliqué, surtout si le premier tour les voit affronter une équipe du calibre de Boston. Mais effectivement, je croise les doigts pour qu'on revoie le Butler de la saison dernière. Je me rappelle de son premier tour face à Milwaukee où il nous fait une série à plus de 37 points de moyenne, à 44% à 3 points. Enfin, c'était paranormal, on veut revoir ça. Et effectivement, Hero est revenu à un niveau qui est assez correct, même si l'adresse est pas irréprochable. Bon, on va voir. C'est vraiment difficile de se projeter sur cette équipe de Miami. Ça peut paraître un peu nul de dire ça. On cherche pas à se cacher, mais on est suffisamment passé pour des idiots la saison dernière. Alors accordez-nous ce joker-là, s'il vous plaît. Ouais, le problème de Miami, c'est l'attaque principalement. Bien sûr. Et c'est là où Playoff Jimmy doit intervenir. C'est la 21e attaque, je crois, cette saison. L'an dernier, ils étaient 25e au même moment de l'année. Donc, je veux dire, il n'y a pas de... Les données sont quasiment les mêmes. Par contre, là, Miami sont 5e meilleure défense de la ligue. Ils vont terminer à la 5e place de la saison, logiquement. Et même depuis le All-Star Game, ils sont troisième. Voilà. Donc, c'est leur point fort. Et on sait qu'en playoff, c'est une donnée qui est extrêmement importante. Parce que le jeu ralentit, parce qu'il y a beaucoup plus de jeux en demi-terrain. Et effectivement, quand tu pars avec une défense avec Adebayo à l'intérieur, qui est un monstre absolu, qui est capable de défendre sur absolument n'importe qui, et que tu as Jimmy Butler également sur les lignes arrière, que tu as Eric Spoelstra qui est sur le banc et on sait très bien qu'il va s'ajuster, s'adapter, trouver les points faibles et taper dedans. Bon, on verra bien à quoi ça va ressembler, mais ouais, j'ai hâte de voir ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. L'autre équipe qui est... alors là, on commence à tomber un petit peu sur les incertitudes. Les Sixers de Philadelphie, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on ne sait pas exactement s'ils seront dans le play-in ou pas. Le retour inespéré de Joel Embiid dans l'effectif fait de cette équipe des Sixers une des plus fascinantes de cette campagne de play-off. Clairement, c'est presque... c'est complètement irréel quand on voit Joel Embiid évoluer sur le terrain, de te dire qu'il a été opéré du genou il y a quelques semaines de ça. T'as l'impression qu'il a pas perdu, qu'il a rien perdu du tout. Il y a une donnée que j'ai trouvé extrêmement intéressante dans mes recherches, c'est que le 5 majeur avec Tyrese Maxey, Oubre, Laurie, Batum et Embiid, même s'ils ont joué très peu de possession, ça détruit littéralement l'opposition à chaque fois qu'ils sont sur le terrain. Le coaching de Nick Nurse inspire confiance, j'ai envie de te dire, plus que celui de Doug Rivers l'an passé. Tu seras pas là pour me contredire là-dessus. C'est clair. Voilà. J'ai l'impression qu'ils peuvent vraiment jouer les troubles faits, les Sixers. Bah ouais, c'est une équipe. Je crois qu'ils sont en quelque chose. Je crois qu'ils sont en 28-7 quand à la fois Maxey et Embiid sont disponibles. Ils ont un net rating qui est assez remarquable quand ils sont là également. Il est revenu à temps, c'était ça le principal enjeu de cette fin de saison pour Philadelphie. C'était bien plus que leur place au classement. Ce qui comptait vraiment, c'était de savoir si Joel pourrait revenir et comment est-ce qu'il reviendrait. Honnêtement, il a l'air plutôt bien, tu l'as dit. Alors certes, il a loupé le match contre les Spurs, mais c'est normal qu'il soit ménagé, et 2 jours après contre Détroit, il joue plus de 35 minutes. Il lui reste 2 matchs de saison régulière pour continuer à reprendre le rythme, et pourquoi pas essayer de gratter la 6e place pour s'éviter le play-in. Écoute, j'ai qu'une hâte de voir ça. Moi, cette équipe de Philadelphie au complet, elle me plaît beaucoup. J'ai énormément de respect pour Nick Nurse, qui, je pense, est vraiment un très très bon coach NBA. Donc, j'ai hâte de voir jusqu'où ils peuvent aller. Et vraiment, pour moi, cette saison, si je devais décerner un trophée du Miami Heat, tu vois, le trophée de l'équipe
qui va exploser un peu par rapport à son classement en régulière, ouais, ce serait Philadelphie, ouais. Et complètement, j'ai l'impression que c'est vraiment une équipe armée pour faire mal. Et je trouve que cette position un peu d'outsider, c'est pas plus mal pour les Sixers. Surtout que elle est assez compliquée à jauger puisqu'on n'a pas vu cette équipe ensemble. Alors, le manque d'automatisme, on va voir à quel point ça porte préjudice à cette équipe. Maintenant, pour moi, toujours la question centrale concernant cette équipe, et ça depuis plusieurs saisons aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce que Joel Embiid peut enfin se libérer en playoff et ne pas voir sa production s'écrouler dans les moments où son équipe a le plus besoin de lui dans les phases finales. Ça a toujours été le problème de Philadelphie et le problème de Joel Embiid, qui est un joueur dominant en saison régulière. Et cette saison régulière, il aurait été largement MVP s'il avait pas été blessé. Ok, oui. Il dominait cette saison de la tête et des épaules. Maintenant, j'ai envie de voir Joel Embiid réussir en playoff. Est-ce que c'est la saison où on va le voir enfin prendre la mesure de son talent au moment où c'est le plus important? C'est là pour moi la grosse interrogation. Ouais, et puis bah effectivement, il est attendu au tournant. Embiid là, il a 30 ans là, il vient d'avoir 30 ans, il me semble, il y a quelques semaines. Il commence à vraiment être dans l'âge où effectivement il y a plus de temps à perdre et on veut le voir prouver dans les matchs les plus importants, les matchs coup près. Bon, moi j'ai vraiment très très hâte de voir ce qui va se passer. Je pense que pour moi, si t'es Philadelphie aujourd'hui, il y a que Boston en fait qui te fait un peu peur dans cette conférence Est. Ouais. Bon, bah, si tu finis dans la bonne partie de tableau, tu peux t'abstenir, enfin, tu peux t'éviter Boston avant jusqu'à la finale de conf. C'est le scénario idéal pour eux, de toute façon, c'est clair. Eh, tout à fait, ouais. Et c'est assez incroyable de se dire ça finalement. Ah ouais, vu la saison qu'ils ont passée, c'est fou. Mhm. C'est fou. Et encore une fois, il y a plein d'indicateurs qui montrent qu'ils ont les outils, qu'ils ont les joueurs nécessaires pour faire vraiment un run dans ces playoffs. Ils ont vraiment Nick Nurse a tout à fait les joueurs à sa disposition pour poser des problèmes aux adversaires des Sixers, au moins jusqu'en finale de conférence, comme tu viens de le dire, au moins jusqu'à ce qu'ils se retrouvent face à Boston. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Les Pacers d'Indiana. Les Pacers d'Indiana, pour l'instant, ce sont eux qui sont accrochés à la 6e place à l'Est. C'est clairement une des belles histoires de la saison, avec l'éclosion de Tyrese Haliburton parmi l'élite de la NBA. L'arrivée de Pascal Siakam a permis de stabiliser cette équipe, tout comme la saison exceptionnelle réalisée par Aaron Nesmith, dont l'adresse longue distance et la défense se sont révélés être des éléments indispensables pour Indiana. Je trouve qu'il faut vraiment pointer du doigt la saison d'Aaron Nesmith à Indiana. Je trouve que c'est une des saisons les plus incroyables dont personne ne parle actuellement, à part quelques personnes sur Internet. J'ai vu ça sur Twitter notamment, des gens qui ont pointé du doigt sa saison exceptionnelle et vraiment sa progression est vraiment hallucinante. Cependant, je veux pointer du doigt que depuis la blessure de Tyrese Haliburton en janvier, ce n'est plus tout à fait le même joueur qu'on a en face de nous. Sa production sur le terrain a largement baissé. Alors, ils ont essayé de le faire jouer pour qu'il tienne le minimum de 65 matchs et les minimums de 20 minutes sur le terrain pour potentiellement être sélectionné dans la All-NBA Team à la fin de la saison. Est-ce que, Charlie, tu as l'impression que s'ils vont payer ce pari, les Pacers ou pas? Bah, en fait, je pense que, en fait, je pense que quoi qu'il arrive, de toute façon, les perspectives de cette équipe d'Indiana sur ces playoffs-là, sont pas incroyables, en fait. Alors, tu l'as dit, oui, ils ont terminé la saison plus difficilement qu'ils l'ont commencé. Bon, Haliburton, effectivement, a eu du mal depuis son retour de blessure, il a du mal en termes d'adresse notamment. Collectivement, ça répond pas trop mal présent, hein. En avril, ils sont sur 4 défaites, une victoire. C'est important pour se maintenir dans les places Tout à fait. directement qualificatives, mais en réalité, est-ce que vraiment tu les vois passer un tour de playoff? Même avec un Haliburton au niveau de son début de saison. Moi, je dois avouer que j'ai des doutes, enfin j'avais déjà des doutes là-dessus, parce que cette équipe, elle a pas les qualités qu'on attend d'une équipe de playoff. Ça joue très très vite. Pour moi, c'est vraiment pour le moment, ça reste vraiment une équipe de saison régulière. Alors, j'ai très envie de les voir en playoff parce que je pense que pour la progression de cette équipe-là et pour la progression d'un joueur comme Haliburton qui n'a jamais goûté au playoff, c'est capital de goûter à ces matchs-là, de voir un peu à quoi ressemble le jeu, de connaître ce rythme différent, cet arbitrage différent, cette tension. Donc, pour sa progression et pour le collectif, c'est hyper important.
Mais je pense que si je dois me projeter par exemple sur une confrontation face aux Knicks, pour moi, New York est assez nettement favori, tant leurs qualités sont plus adaptées aux playoffs que celles d'Indiana, avec ou sans un grand Haliburton. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aurais quand même apprécié voir Tyrese Haliburton Bien sûr. au sommet de son art dans ces playoffs. Je perds pas espoir, hein. Ça se trouve, il va être transfiguré à l'entame des playoffs. Mais c'est vrai que quand tu regardes ses stats, la différence de stats entre avant sa blessure et après sa blessure, il y a une vraie chute dans sa production, Ah oui, dans son oui, énorme. efficacité. C'est assez vertigineux Tout à fait. sur certains points de statistiques. Donc ouais, c'est un peu dommage, mais t'as tout à fait raison. Les ambitions d'Indiana, c'est pas d'aller faire, c'est déjà de participer en playoff, comme tu dis, et de se faire les dents. Et c'est probablement la saison prochaine où les Pacers devront essayer de matcher un peu plus leurs ambitions, enfin de voir leurs ambitions à la hausse par rapport à la saison qui vient de se dérouler là. Tout à fait. Donc voilà. Le Magic d'Orlando. Une attaque en difficulté, mais une défense de fer. Le Magic, on l'a dit et répété dans ce podcast, c'est une des grandes réjouissances de la saison. La récente blessure de Franz Wagner à la cheville est probablement un motif d'inquiétude, de même que sa production, qui est assez décevante finalement cette saison. Si tu regardes un petit peu Franz Wagner, comment il a... Quand tu vois le titre mondial qu'il a remporté avec l'Allemagne, quand tu vois la saison d'avant, comment il était dans une pente ascendante assez incroyable, il y a de quoi être un peu déçu par rapport à sa production cette saison, qui est un peu en demi-teinte, clairement. On pouvait espérer plus de sa part. Je suis pas très inquiet le concernant. Hein. Je pense qu'il est encore sur une trajectoire où ça va vraiment être un pilier de cette équipe du Magic d'Orlando. Voilà, cette saison, c'est pas tout à fait ça, notamment son adresse extérieure est à revoir. Mm-hmm. Paolo Banchero, en revanche, lui, est une merveille balle en main. Jalen Suggs, Jonathan Isaac peuvent enrayer n'importe quelle attaque NBA à eux deux, tellement ils sont incroyables défensivement. J'ai l'impression qu'il y a un mix assez parfait de vétérans et de jeunes talents dans cet effectif. Peu importe l'adversaire, c'est une équipe qui va se battre du début à la fin. Comme ce que tu viens de dire pour Indiana, l'expérience glanée en playoff va être très importante pour cette équipe, pour son avenir dans les saisons à venir, dans les saisons qui viennent là. Voilà, je crois pas qu'il y ait autre chose à attendre du Magic d'Orlando en fait. Non, alors tu l'as dit, en attaque c'est compliqué, c'est pire que compliqué, c'est la pire attaque de tous les qualifiés en playoff, hein. C'est la 22e meilleure attaque de la ligue et il y a aucune équipe de playoff qui fait pire qu'eux en la matière. Alors oui, défensivement, par contre, ça rigole pas du tout. Encore plus depuis le All-Star Game. Sur la période post-All-Star Game, ils sont deuxième meilleure défense de la ligue et ils sont vraiment au coude à coude avec les Wolves qui ont la meilleure défense. Moi, je suis comme toi, j'aime beaucoup cette équipe. Je pense qu'il y a des line-up défensifs qui sont absolument injouables pour l'adversaire. J'ai très très hâte de voir comment ça va se comporter. Effectivement, je pense que personne ne sera déçu s'ils passent pas un premier tour de playoff, mais pour moi, c'est pas impossible qu'ils en passent un. Je pense que si jouent Ouais. les Cavs au premier tour, il y a un monde où ça passe. Ouais, complètement, je suis absolument Il d'accord. y a tout à fait un monde où ça passe, donc j'ai vraiment très très hâte de voir comment ils vont se comporter. Je pense qu'il y a des éléments qui vont dans le sens d'un premier tour passé. Défensivement, on l'a dit, ils ont un rythme qui correspond assez bien au jeu qui est développé en playoff. Ils sont capables de jouer sur demi-terrain. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire pour cette équipe du Magic. Et j'adorerais les voir passer un tour. Ça serait exceptionnel qu'il passe un tour. Et effectivement, face à Cleveland, on va en parler tout de suite. C'est tout à fait possible. J'aimerais profiter qu'on parle du Magic et qu'on ait parlé du Heat également pour souligner une petite curiosité statistique. Dans les 20 dernières années, seules 3 équipes ont réussi à atteindre les finales en étant 20e ou moins en efficacité offensive ou défensive à la fin de la saison. Alors, l'exemple typique que des mecs comme moi qui ont 40 ans sortent tout le temps, c'est les Lakers en 2001, qui étaient 22e en défense, et qui en 2001 sont arrivés en playoff, ont écrasé absolument tout le monde. Ils ont perdu un match, c'était en finale, le premier face aux Sixers de Philadelphie, mais c'est tout. Ils ont sweepé les Blazers, les Kings, les Spurs, et 4-1 face aux Sixers. Si on prend, donc ils ont gagné le titre. Si on prend donc les finalistes, il y a
uniquement le Heat de Miami l'an dernier, qui était 25e en attaque, les Cleveland Cavaliers en 2018, qui étaient 29e en défense, et les Cavaliers en 2017, qui étaient 21e en défense, qui ont réussi à atteindre les finales en étant 20e ou moins bon en, en efficacité offensive ou défensive. Donc c'est un truc que je trouve assez fascinant. Il y a deux autres équipes que j'aimerais citer dans cette histoire. Donc là, cette saison dans les playoffs, là, il y a deux équipes qui correspondent à ce schéma. C'est le Heat, encore une fois, donc ils sont 21e en attaque, et le Magic qui est 22e, comme tu l'as dit. Il y a deux équipes qui sont assez marrantes. C'est les Bucks et les Mavericks qui sont dans la tranche juste au-dessus de la 20e place en defensive rating. Pas très loin devant les Nets, par exemple, qui sont 20e, je crois. Donc j'ai hâte de voir ça en fait. J'ai hâte de voir comment ces équipes-là, on en viendra tout à l'heure aux Bucks et aux Mavericks, mais j'ai hâte de voir comment ces équipes-là vont réussir à se dépatouiller et s'ils vont faire mentir, on va dire, cette historique, cette stat historique qui permet un peu de déterminer quel va être le parcours d'une équipe en playoff, quoi. Ouais, et ça montre encore une fois à quel point le parcours du Heat l'année dernière est une aberration. Oui, complètement. Et comment ça montre aussi comment LeBron James, avec ses équipes de Cleveland, là, dans son deuxième passage à Cleveland, était absolument Ouais, ça montre aussi à quel point la conférence Est était faible dans les années 2010, quoi. aussi, mais à quel point ce mec est capable une fois arrivé en playoff, il était capable d'atteindre un autre niveau et de porter le collectif avec lui, quoi. Ah oui, ça c'est sûr, de mettre toute une Très ville sur clairement. ses épaules et d'aller en finale, quoi. Oui, voilà, ouais, ça a toujours été son point fort et voilà, ça témoigne aussi de ça. Les Cleveland Cavaliers, justement. Ah, Il y a un point cette saison, les Cavaliers étaient dominants. oui, Ils écrasaient tout le monde en NBA. Ils ont eu une série à un moment de 18 victoires en 19 rencontres. Incroyable. qui Le les a 5, propulsés à la deuxième place. voilà. Le 5 majeur avec Donovan Mitchell, Max Strus, Okoro, Dean Wade et Jarrett Allen semblait absolument invincible. En 484 possessions jouées cette saison, ils ont un net rating de plus 20,7. Donc autant dire tout au sommet, un des meilleurs 5 de la saison. Depuis, la température est largement descendue. Bickerstaff n'a pas réussi à retrouver la magie de ces instants au moment où il fallait réincorporer Evan Mobley et Darius Garland, qui sont revenus de blessure. Ce qui est un peu contre-intuitif parce que Evan Mobley, c'est un défenseur absolument élite. Oui. Darius Garland, c'est un génie offensif. Et là, on vient d'apprendre de plusieurs insiders que Cleveland se prépare à transférer potentiellement Donovan Mitchell à l'intersaison ou d'ici la date limite des transferts la saison prochaine, parce que il refuse toujours de signer sa prolongation de contrat. Les premiers éléments de négociation, enfin les premiers contacts entre son agent et le club ne laissent pas entendre que ça va se passer, que ça va bien se passer. C'est pas du tout idéal en termes de sérénité collective à l'aube des playoffs. Et c'est pour ça que je pense que potentiellement les Cavaliers sont pas bien lotis à l'entame de ces playoffs. Ouais, non, mais là, de toute façon, ils sont dans une forme assez catastrophique, hein, parce que là, t'as parlé de leur énorme série de victoires. Le All-Star Break les a détruits, eux, parce que c'était juste avant le All-Star Break. Cette série, elle est sur les mois de janvier, février, enfin tout le mois de janvier et début février. Et depuis le All-Star Break, bah, c'est une des plus mauvaises équipes de la ligue. Ils ont un bilan Ouais, de 11 victoires pour 16 défaites. Seuls les Spurs, les Grizzlies, les Hornets font pire sur la période. Donc, ok, il y a des circonstances qui expliquent ça. Au-delà de l'aspect sérénité que tu as évoqué, Donovan Mitchell, il a loupé pas mal de matchs sur la période. Il a des douleurs au genou. Actuellement même, et alors qu'il est revenu, bah, on sait qu'il souffre et ça se voit énormément sur son jeu. complètement. Ouais. Sa capacité à finir au cercle, qui est absolument capitale dans la mise en place du jeu offensif des Cavs, est extrêmement limitée. Donc forcément, pour les défenses adverses, bah, c'est, je vais presque dire, facile. Et c'est aussi pour ça que moi, si je me projette sur un premier tour entre Cavs et Magic, bah, Mais tout à fait. je crois tout à fait en les chances d'Orlando. Donc bon, voilà, cette équipe des Cavs, moi, j'y ai jamais vraiment trop cru, ce qui d'ailleurs, au moment où ils étaient très en forme, m'a amené à faire un vrai mea culpa, parce que je pensais pas du tout cette équipe capable de performer à ce point-là. Pareil pour moi. Mais bon, voilà, je pense que cette fin de saison, surtout si Donovan Mitchell n'est pas à 100%, ça va être très compliqué de passer un tour. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer cet été, parce que comme tu l'as mentionné, il pourrait y avoir des très 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 gros changements.
Oui, après la désillusion de l'élimination l'an dernier face aux Knicks, alors qu'on en attendait beaucoup de Cleveland, et s'ils partent encore cette saison au premier tour face à Orlando, admettons, la désillusion, elle est absolument. Enfin, je veux dire, selon moi, je sais pas ce que t'en penses, tu vas me dire, mais selon moi, ça doit être le signe pour Cleveland de dire, attendez, faut réajuster, faut recalibrer. Surtout si Donovan Mitchell est en train de jouer sur je sais pas si je vais re-signer tout ça. Pour moi, tu prends pas une seconde le risque et tu essaies de recalibrer tout ça, clairement, quoi. Ouais, ouais, non, mais bien sûr. De toute façon, tu peux pas prendre le risque de voir, de le voir partir. Il a une Pour player rien. option en Ouais. 25-26, en 2025-2026, mais tu prends pas le risque de le voir se barrer à la fin de la saison 2025 pour rien du tout, ça c'est clair. Et puis ça commence à dater maintenant le fait que tout le monde dit sans cesse qu'il n'a pas du tout envie de rester à Cleveland. Oui. Il y a un moment où, je veux dire, je veux bien croire que les rumeurs sont des rumeurs, mais Non, mais en plus, tu peux prendre le risque si s'il a réussi à amener ton équipe en finale de la tout à fait. conférence ou en finale NBA. Voilà. Par contre, si c'est du premier tour, tu prends pas le risque, ça c'est sûr. Complètement d'accord. Les Sûr. Knicks de New York. OG Anunoby peut-il rester sur un terrain de basket sans se blesser à un moment donné? C'est la question que se posent les fans des Knicks avant les playoffs. Si c'est le cas, je pense que les Knicks se peuvent espérer passer un tour de playoffs. Parce que quand il est sur le terrain, OG Anunoby, bah, il y a clairement quelque chose qui se passe. Il y a vraiment tous les voyants sont au vert tout d'un coup. Son apport est réel, Il est son trop fort. impact est réel. Donc voilà. L'absence de Julius Randle, on en a parlé la dernière fois. Je rappelle, hein, Julius Randle est un des pires joueurs en termes d'adresse de l'histoire des playoffs. Pour un joueur qui a un minimum de 15 tentatives par match, et ce depuis les années 1970. Charlie, l'autre fois, tu rigolais de Julius Randle, et moi j'ai ricané avec toi. Et les gens qui écoutent ce podcast depuis longtemps savent que, voilà, Julius Randle, c'est un très bon joueur de saison régulière, excellent. Ses statistiques sont incroyables. En playoff, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Défensivement, offensivement, ça va pas, quoi. Bref. C'est regrettable cependant qu'il soit absent, uniquement parce que cela va demander à Jalen Brunson d'assurer la création offensive à tout moment sur le terrain, et c'est à Tom Thibodeau de trouver le moyen de survivre pendant que son meneur titulaire se repose, au moins pendant une poignée de minutes pendant ces playoffs. Ils peuvent encore espérer monter à la deuxième place et éviter les Celtics au moins jusqu'en finale de conférence. Enfin, s'ils sont troisième aussi, mais ils peuvent au moins avoir l'avantage du terrain jusque potentiellement les finales de conférence. C'est ça que j'ai envie de dire. Charlie, Hmm. les Knicks, où t'en es sur les Knicks? Ah déjà, je trouve que t'es très gentil. Enfin, je trouve que t'es presque naïf quand tu parles de poignées de minutes de repos pour Brunson. Moi, je pense qu'il aura des poignées de secondes pour se reposer. Ah, tu penses qu'il va jouer 47 minutes 30? Ah, je pense qu'il risque de pas mal jouer. Hein. Franchement, ça va être. C'est la méthode de Thibodeau. Après, c'est le Ouais, risque que tu prends de mener directement ton joueur dans le ouais, caniveau, quoi. c'est ça. Ouais. Tu vas le crever, quoi. Non, effectivement, depuis de toute façon, depuis la trade deadline, cette équipe, elle nous intrigue. On se demande toujours quel est le potentiel réel de cette équipe. Et en fait, le problème, c'est que 2 mois plus tard, on sait toujours pas parce qu'il y a eu C'est trop de ça, ouais. pépins, trop de blessures. Et le pire, c'est que malgré ça, le bilan, il est pas si mauvais. Alors, en février, ça a été compliqué sur le plan comptable. Ils sont sur 4 victoires, 8 défaites, je crois, sur le mois. Mais depuis, ils se sont relancés. Et Jalen Brunson est absolument incroyable. C'est le franchise player indiscutable de cette équipe. En mars, ils ont eu un mois qui s'est quand même pas mal passé. C'était en termes de bilan collectif très très correct. Tu l'as dit, il y a eu le retour de Jay Anunoby, il y a aussi eu le retour de Mitchell Robinson depuis la fin mars, même s'il a visiblement encore quelques appréhensions et peur d'une rechute, d'après ce qu'il a déclaré récemment. Mais sa présence, elle est quand même importante mentalement et aussi dans le jeu. Bon, pour moi, ils peuvent tout à fait passer un tour de playoff, mais ça va énormément dépendre de leur adversaire. C'est-à-dire que si la 6e place, elle reste entre les mains d'Indiana, je pense que New York peut passer un premier tour de playoff. Par contre, si Philadelphie réussit à récupérer la 6e place, là, ça va quand même être plus complexe. Ouais. Et c'est vrai que ça serait vraiment pas de bol pour les Knicks. Ça serait Ouais, vraiment c'est clair. Hein. Parce que je pense que le pire adversaire pour les Knicks, c'est potentiellement Philadelphie, quoi. Bah oui, oui, je Ah, suis d'accord avec enfin, toi. c'est même très clairement ça, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, très hâte de voir, ça. Et puis j'espère surtout que la saison prochaine, on aura une équipe qui sera préservée des blessures et une équipe peut-être un petit peu modifiée, parce que
Par exemple, là, si tu passes tu vois, si t'es les Knicks et que tu passes un premier tour de playoff, c'est quand même un peu la preuve que tu peux aussi envisager un avenir sans Randle de manière assez sereine. Donc, est-ce que ce serait pas le moment d'aller tester le marché, quoi? Ah mais complètement, mais de toute façon on en a parlé la semaine dernière. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, Randle, vu la production hallucinante qu'il a eue cette saison en régulière, je crois qu'ils sont 3 ou 4 joueurs à aligner les stats qu'il a sur la saison, quoi. Ouais, oui, non, mais En au-delà termes de de ça, points, rebonds, passes, enfin, je veux dire, c'est statistiquement, tu peux considérer ce joueur comme faisant partie du gratin de la NBA à son poste. Maintenant, voilà, à quel point une équipe va tomber dans le panneau, quoi. ouais, ouais, non, c'est ça, c'est la question. Mais effectivement, passer un premier tour sans lui, ça aurait potentiellement un impact important. Tout à fait. Et je pense que les Knicks vont devoir sérieusement considérer. Après, Anunoby, c'est la même chose. Il y a beaucoup de discussions là du côté des Knicks de savoir. Enfin, il y a beaucoup de fans qui ont un peu les pieds froids concernant Anunoby, de savoir quel genre de contrat on lui donne à ce gars-là. Parce que Anunoby, pourquoi les Raptors se sont séparés de lui finalement pour un package qui nous a tous un peu surpris quelque part. On s'est tous dit, ah ouais, finalement, il part pour pas grand-chose en vrai. Enfin, en tout cas, pas ce qu'on avait annoncé fut un temps où c'était une collection de premiers tours de draft et ainsi de Ouais. suite. Ouais. Et pourquoi? Parce que je pense que les Raptors savent que Anunoby, c'est un joueur sur lequel c'est dur de compter sur lui. Il est toujours blessé, ce joueur, quoi. Et c'est un joueur qui c'est compliqué de le maintenir en bonne santé. Ouais, ouais, ah bah, il a quand même pas mal de saisons à plus de 65 matchs à Ludovic, il me semble. Attends, je vais regarder. Ouais, mais Ah, pas tant que ça, non, non, pas tant que ouais, ça. Il en a 3, quoi. ça reste un gros problème le concernant Oui. de l'avoir en pleine forme à l'approche des playoffs. Et les Knicks potentiellement s'apprêtent à lui donner un contrat majeur où il va prendre une partie non négligeable de leur salary cap potentiellement. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un joueur qui, je pense, colle, mais de façon absolue à la philosophie de Tom Thibodeau. Ah, c'est clair, hein. Donc, tu as envie de signer un type comme ça maintenant qu'il est sous ta coupe. Mais potentiellement, tu te retrouves avec un joueur qui, s'il ne joue pas, bah, il déséquilibre l'intégralité de ton effectif, quoi. Oui, sachant que la question de son contrat va être importante, parce qu'il y aura aussi la question du contrat de Brunson Ah, mais oui! en 2000, bah, la saison prochaine, en fait, fin de la Mais saison oui! prochaine, il y aura la question du contrat de Brunson. Donc c'est clair qu'il va falloir prendre des décisions, et c'est aussi pour ça qu'envisager de se débarrasser des 30 millions de Julius Randle, ça ferait pas de mal. Tout à fait. Donc, les Knicks, en fait, sont à un point vraiment très intéressant de leur évolution. Avec l'éclosion de Jalen Brunson, où clairement le mec s'est devenu un demi-dieu auprès des fans des Knicks. Enfin, je pense que j'ai rarement vu un joueur titiller l'aura de Patrick Ewing au Madison Square Garden, et je pense que Jalen Brunson est en train de le faire, quoi. Ouais, mais il est énorme, hein. Non, mais il est absolument délicieux, ce joueur. Et franchement, un éventuel premier tour Indiana-New York, c'est du lourd. Moi, Ah, ça mais me plaît. ça serait de leur rembarre, ce Ah truc. ouais, ouais, tu sais, en termes d'affrontement, de différents styles, de différentes Ouais. mentalités et tout, ce serait vraiment un plaisir de voir ce premier tour-là. Un face-à-face à Liberton-Brunson, mais laisse Ah tomber, ouais. je signe tous les jours, quoi. Mais voilà, Anunoby en bonne santé, j'aimerais quand même que les fans d'Enix puissent voir ça, qu'on puisse tous voir ça, qu'on puisse profiter de cette histoire, et puis et que les Knicks continuent cette saison, parce que collectivement, franchement, c'est une équipe qui prend son pied, qui nous donne du plaisir. Il n'y a pas un match des Knicks que j'ai regardé cette saison où je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'on s'emmerde devant leur match, quoi. Pas du tout, quoi. Bah, normal, parce que c'est une équipe qui est tellement à l'image de son coach Grave. qu'en fait, tu peux pas t'emmerder. C'est pas possible. Ouais. C'est trop bien. Ouais, puis tu vois, on le dit et le répète, mais Art, DiVincenzo, tout ça, enfin, toute cette clique là, les ex Villanova là, c'est de la bombe, quoi. Ah ouais, non mais c'est ça, c'est des joueurs avec l'intensité d'un Josh Hart. Hein, moi, je pourrais regarder Josh Hart jouer en sans aucun problème. Allez, on arrête parce qu'on est en train de faire trop long sur les Knicks. On verra bien en tout cas où ça tombe et j'ai hâte de voir ça. Les Bucks se présentent sur la ligne départ de cette campagne de playoff, probablement de la pire manière qui soit. Ah oui. Giannis Antetokounmpo n'est pas au mieux physiquement. Ils sont à 2 doigts de perdre la deuxième place à l'Est s'ils ne s'imposent pas à OKC cette nuit et face à Orlando dimanche. Ils ont perdu 6 de leurs 10 derniers matchs. Brook Lopez, j'ai l'impression
J'ai mis dans mes notes, il a l'air cramé. Ça me semble, ça me semble exagéré de dire ça. J'ai cru que t'allais dire, quand t'as dit j'ai l'impression, j'ai cru que t'allais dire beaucoup vieilli, et j'aurais été tout à fait d'accord avec toi. Bah, en tout cas, c'est pas, ouais, en tout cas, il a baissé d'un cran, quoi. Bah ouais. Chris Middleton, il alterne le bon et le moins bon, de retour de blessure. Enfin, voilà, lui, c'est pareil. Il traîne toujours un pépin quelque part. Idem pour Damian Lillard. Alors, on peut toujours se dire qu'en playoff, Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo vont nous montrer un autre visage. Voilà, on peut toujours avoir cette carotte de l'espoir en se disant, ah ouais, tiens, allez, tout est encore possible une fois arrivé en playoff. Je l'ai dit l'autre fois, il y a leurs 5 majeurs, là, Lillard, Bisley, Middleton, Giannis et Brook Lopez, qui a un net rating très très encourageant. Tu peux te dire qu'une fois que ces gars-là sont sur le terrain et en playoff, ils vont potentiellement jouer pas mal de minutes, bah te dire que bah finalement ça va bien se passer, mais je sais pas. Je sais pas du tout quoi penser de cette équipe. J'ai l'impression qu'elle est capable de tout et de rien. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, évidemment, l'énorme problème, c'est la blessure de Giannis. Alors bon, c'est une Ah ben tout à fait. contracture, donc c'est pas non plus dramatique, mais Ouais, mais bon, apparemment il a une inflammation potentielle au tendon d'Achille. ouais. Il est en délicatesse avec toute sa zone des jambes là depuis un moment maintenant. Euh, Mais est-ce que du coup, c'est pas une bonne idée de lâcher cette deuxième place? Tu vois? mhm. Est-ce que tu préfères pas finir troisième et jouer les Pacers plutôt que de prendre le risque d'aller te coltiner ces espèces de barbares de Miami là au premier tour alors que Giannis est pas en Ouais, grande ouais, forme? et de réveiller les traumatismes Oui, de déjà la aussi, ouais. saison dernière. Aussi, c'est ça. Ouais, Non, ou est-ce que ça peut être pas justement vaincre tes vieux démons et te lancer de manière incroyable sur ouais, mais ça, c'est si tu crois vraiment que tu peux aller au bout. Nous, on croit vraiment que les Bucks, ils peuvent aller au bout? Moi, j'y crois pas du tout, hein. Mais moi non plus, j'y crois pas du tout. Bon, bah, alors tu cherches à limiter la casse, et limiter la casse, ça veut dire passer un tour de play-off, hein. Mais ouais, mais Charlie, l'an dernier, tu me disais le hit. Est-ce que j'y crois? Bah non, pas du tout. J'y crois pas du tout. Et les mecs sont allés en finale NBA. Ils étaient à Oui, deux doigts de sweeper les Celtics en finale de conf. Enfin, je sais pas quoi. oui, mais ça, c'est un truc qui arrive une fois tous les 10 ans, tu vois. D'accord, On peut pas le viser chaque année. mais j'ai du mal à voir une équipe avec Lillard et Antetokounmpo. Quand bien même ils nous ont rien montré cette saison qui nous permette de croire un seul instant que ça va changer, qu'il va y avoir tout d'un coup une épiphanie, une espèce de vision divine et qu'ils vont changer de braquet en un claquement de doigts. Je crois foncièrement au fait que une saison régulière, ça montre aussi beaucoup de choses et les Bucks ont été décevants cette saison. Ah oui. Maintenant, voilà, tu me dis que les Bucks ont fait un mec qui vient du futur et qui me dit ah bah les Bucks c'est en finale NBA, je suis pas non plus complètement estomaqué quoi. Ah si, moi je suis estomaqué. Je sais Moi je pas. suis estomaqué. Bon alors après oui, effectivement, tu vas me dire oui, mais le Heat la saison dernière, mais moi j'étais estomaqué quand le Heat s'est retrouvé en finale la saison dernière, donc Ce que je veux dire c'est qu'avec Lillard et Antetokounmpo, je peux pas voir ces deux joueurs là et voilà et me dire c'est incroyable qu'ils soient en finale de conf quoi. Non, je suis désolé, non, ils sont tellement talentueux ces deux joueurs là, ils sont enfin ok, et alors si je te dis une équipe avec Doc Rivers est en finale de conf? t'es dur. Ah ah! T'es dur. Ah, Non mais, tu le lâcheras jamais de ah, mais Rivers. je plaisante, non mais je plaisante, mais écoute, moi, c'est clair que cette équipe des Bucks, j'ai du mal à y croire. Alors évidemment, en tout cas, j'espère qu'au moins Antetokounmpo sera là, en pleine forme dès le premier tour. J'aimerais bien, moi, qu'on ait une revanche face à Miami. J'adorerais voir ce que ça donne. Mais, mais je trouve que c'est vraiment difficile de se projeter sur leurs chances parce que, bah déjà, si on se projette sur un premier tour face à Indiana ou un premier tour face à Philadelphie ou Miami, ça change énormément de choses. En fait, la présence de Miami et de Philadelphie dans les places du play-in complique énormément la lecture de ce tableau de play-off Mais parce que complètement, ouais. ils ont rien à foutre là. Clairement. Ouais. Tu vois, il faut être honnête là-dessus. Maintenant, Milwaukee, Et Milwaukee se présente comme potentiellement la victime idéale de ah ce ouais, genre de configuration, quoi. c'est ça, la 18e défense. Parce que tu vois, par exemple, on parle des difficultés offensives de Miami, mais en face, Milwaukee, c'est la 18e défense. C'est pas très impressionnant. Ils ont la 5e attaque, certes, mais Mais on grave. sait très bien que Miami a les armes pour beaucoup les gêner.
Puis ils sont tristes à voir, les Bucks. Ah ouais, ils sont tristes. Ils font de la peine. Oh là Après, là. moi, je préfère de beaucoup cette équipe de Milwaukee sous Doc Rivers. Je trouve que elle affiche quand même un C'est jeu qui vrai. est plus maîtrisé. Il y a un retour à certains schémas défensifs de Budenholzer. Je trouve que c'est quand même mieux, même si la fin du mois de mars et le début avril a été assez catastrophique. Hein. Il y a une série de 6 défaites en 7 matchs. Ils perdent face à des équipes, on va rester poli, qu'on va dire moyennes, Ouais. tu vois. Mais Ouais, ils ont et d'ailleurs, perdu. c'est là que certains ont commencé à faire des théories sur ah non mais les Bucks préfèrent terminer troisième parce qu'ils veulent absolument éviter Miami et Philadelphie. Bon, ça moi j'y crois pas. Je pense que tu peux pas te permettre de faire ce genre de calcul quand t'es dans la situation des Bucks et quand t'as eu la saison des Bucks. Mais ouais, je suis pas convaincu et pour moi cette équipe là, pour moi elle peut pas passer plus d'un tour. Il y a pas d'élan, il y a, je sais pas, c'est pas, il y a pas d'inspiration. Enfin, Ça serait vraiment. Enfin, je disais tout à l'heure que je serais pas surpris de les voir en finale. Si, je serais surpris, bien évidemment, parce que à l'instant T où on parle, il y a aucun élément qui nous permette d'être enthousiaste et de se dire ah ouais attends si les bugs c'est possible quoi. Non, oui, mais en même temps à tellement. l'est, il y a aucune équipe qui a des certitudes mis à part Boston en fait. Tout à fait. Donc en fait, tu vois, je viens de te dire, Milwaukee peut pas passer plus d'un tour de playoff. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils peuvent aller jusqu'en finale de la conférence Est. Ils peuvent le faire. Mais plus parce qu'il y a moins, il y a pas de certitude ailleurs que parce que eux ont des armes. Tu vois, si tu regardes les affiches, Cavs Orlando, bon bah on en a déjà parlé. Les Cavs ça va pas. Orlando, il y a quand même très peu d'expérience, c'est compliqué. Knicks, Pacers. Bah les Knicks, ils ont beaucoup de blessures, il y a des incertitudes sur le plan physique. Indiana, personne les imagine aller très loin. Donc oui, Milwaukee peut aller en finale de conférence. Mais est-ce que ça sera vraiment parce que cette équipe elle est dominante ou est-ce que ça sera parce que le contexte fait que? Complètement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Après, il y aura la manière. Ah Moi, oui. ce que je critique beaucoup concernant les Bucks en ce moment, c'est la manière. C'est la manière dont ils jouent, ce qui transpire sur le terrain. Ah mais toute la saison, de toute façon, cette Oui, équipe, voilà. elle a jamais eu l'air épanouie sur un parquet. Ça n'a jamais pris, en fait. Ouais, Il y a jamais eu il y a rarement eu de moment où tu t'es dit, waouh, cette équipe, là, ça y est, ils sont en train de trouver leur identité, quoi. tout à fait. Et même le fit Ça tonne encore avec aujourd'hui. Lillard, il y a aucun moment où on s'est dit ah bah c'était le trade à faire. Tu vois, c'est C'est évident quoi. clair. Ça fait sens. Ah, enfin, le pari de dingue. Et t'imagines s'ils se font sortir au premier tour face aux Heat ou les Sixers, mais pouah. Enfin, Le Heat, mais le Heat face aux Bucks, mais le storytelling de cette série est absolument ah mais gigantesque. si le Heat ressort Milwaukee là au premier tour, je n'ai qu'une hâte, c'est la conférence de presse de Jimmy Butler. Hein. Mais surtout avec la bagarre pour avoir Damien Lillard. Bah, Enfin, évidemment, tout ce truc, tout cet arrière-plan là, mais c'est c'est waouh. magnifique. C'est vertigineux, c'est génial. J'adorerais qu'on ait ça, je t'avoue. Jimmy Butler va tweeter Terry Rozier supérieur à Damian Lillard. Ah, on verra ça. Les Celtics, que dire à propos de cette équipe qui a marché sur la saison du début à la fin, qui semble se diriger tout droit vers le titre. On a déjà parlé de cette équipe et de sa domination hein, dans un numéro pas si vieux que ça. On avait voilà détaillé un petit peu qu'est-ce qui fait que cette équipe, voilà, tous les voyants sont au vert quoi, clairement. Enfin, je veux C'est dire, clair. y a rien qui va pas. Là, ils viennent de se payer le luxe de prolonger Jrue Holiday avant même le début des playoffs, ce qui vient ajouter un sentiment de cohésion de groupe. Bah voilà, ça c'est les riches qui deviennent encore plus riches quoi. Alors j'ai quand même trouvé une petite stat assez rigolote de Zach Kram sur The Ringer, qui en a trouvé une bonne, je trouve. Donc c'est les différences de l'avance des meilleures équipes face à leur poursuivants dans leur conférence. Donc aujourd'hui, les Celtics ont 13 matchs d'avance sur leur premier poursuivant à l'Est, qui sont les Bucks pour l'instant. Et depuis la réunion entre la NBA et la Ligue ABA en 1976, le précédent record était de 12 matchs d'avance. C'était le Heat de 2013. Il y a eu aussi les Pistons en 2006, les Bulls en 96. Bref, donc si on ajoute les équipes qui avaient au moins 10 matchs d'avance sur leur premier poursuivant au sein de leur conférence,
toutes ont remporté le titre NBA, sauf les Pistons en 2006, qui ont été battus par le Heat, qui sera finalement champion NBA face à Dallas, et les Lakers de 86, qui ont été battus par les Rockets d'Hakeem Olajuwon et de Ralph Sampson, qui eux-mêmes se sont inclinés face aux Celtics de Larry Bird. Voilà. Donc, encore une fois, c'est une stat qui montre que les Celtics sont outrageusement les grands favoris de ces playoffs. Et je terminerai par dire que les Celtics vont tester l'adage live by the three, die by the three, vivre et mourir par le 3 points. Et personnellement, j'ai hâte de voir ça, parce que j'ai l'impression que c'est exactement ce qui va se passer. Et voilà. Ouais, bah oui, de toute façon, on l'a mentionné tout au long de la saison, hein, c'est l'équipe qui s'est montrée la plus solide en régulière et de loin. Meilleure attaque, deuxième meilleure défense, un effectif super complet, une belle avance en tête de la ligue. Bref, ils abordent ces playoffs dans la peau des très très grands favoris. Mais bah écoute, oui, alors la prolongation de Jrue, moi, je trouve que c'est trop cher, hein, mais bon, je peux comprendre. Je peux comprendre que ce soit effectivement, tu l'as dit, c'est hyper important pour la cohésion du vestiaire. C'est un signe qui est envoyé pour l'avenir. C'est très intéressant dans ce sens-là, mais enfin c'est cher quand même. Oui, c'est sûr. Pour un joueur qui a quand même déjà, toi, il a 34, non, il a 33 là, mais il va sur ses 34 très bientôt. C'est une façon de confirmer les ambitions. Oui. Enfin 34 millions par an quand même. Hein. Ouais. C'est cher, mais bon, effectivement, tu l'as dit, c'est important. Pour moi, ils peuvent pas viser autre chose qu'une place en finale NBA. Ils auraient déjà dû y être la saison dernière. Ils se sont, comme d'autres, laissés emporter par cette équipe hallucinante de Miami. Cette équipe, ils peuvent pas se permettre un nouvel échec. Ils doivent retourner en finale comme ils y étaient il y a 2 ans avec Ime Udoka. Et pour moi, tout autre résultat serait un échec absolument énorme. Donc voilà, j'attends de les voir en play-off. Je pense que ça serait bien pour eux. Je vais dire un truc qui peut paraître étonnant vu ce qu'on a dit avant. Je pense que c'est peut-être la seule équipe qui peut être contente d'avoir Philadelphie et Miami dans le play-in. Parce que je pense que Boston a été tellement dans la facilité tout au long de la saison qu'avoir un premier tour dur, ça leur ferait du bien. C'est marrant, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que le pire qui puisse arriver à cette équipe, c'est de ne pas être testé voilà. avant d'arriver en finale NBA potentiellement. Et j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, mais si jamais cette équipe traverse façon parcours de santé ces playoffs, c'est pas une bonne chose à mon avis. Il faut qu'on voit cette équipe tester, pousser dans ses retranchements, et qu'elle puisse déjà commencer à voir comment elle s'ajuste, comment elle réagit et qui sort du lot dans ces moments-là, quoi. Ouais, non, mais tout à fait, c'est ça. Si on imagine, tu vois, un scénario où les Pacers reculent, par exemple, et se retrouvent dans le play-in et se retrouvent à jouer Boston au premier tour des playoffs, je pense que c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour Boston. Je pense que cette équipe, elle a besoin de se mettre dans une configuration où elle doit se faire violence, où elle doit se faire du mal, et pour ça, c'est bien mieux de jouer une équipe comme Philadelphie ou comme Miami. Ouais. Et j'ai hâte de voir comment les Porzingis, les Jrue Holiday, qui sont des éléments absolument déterminants de l'excellente saison des Celtics, réagissent en playoff, trouvent leur zone de confort dans ces playoffs, parce que Jrue Holiday, il était exceptionnel cette saison. On sait en playoff parfois qu'il peut avoir des chutes vertigineuses en termes d'adresse, en termes d'efficacité. Porzingis, ça fait un moment on l'a pas vu en playoff depuis quelques temps, donc j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler dans cette nouvelle configuration avec ses nouveaux talents, notamment sa capacité à produire du jeu au poste, ce qu'on n'avait jamais vu faire avant en playoff. Donc oui, et puis Porzingis, il a jamais passé un tour, je crois, de playoff. Non. C'est ça. Et Jrue, on sait aussi, il peut avoir des trous d'air, mais on sait aussi à quel point il peut être absolument fondamental. Hein. Mais tout à fait. L'année du titre, il est absolument incroyable. Donc oui, non, ça peut être un mec vraiment, vraiment important dans cette campagne de playoff, je trouve. Ouais, complètement. Ouais.
On va passer à la conférence Ouest, le play-in. Le play-in, j'aimerais, toi et moi, qu'on regroupe un petit peu deux équipes, les deux équipes qui sont à la 10e et la 9e place, les Lakers et les Warriors. Les Lakers, 7 victoires sur leurs 10 derniers matchs. Ils semblent vraiment être sur la bonne lancée avant l'entame des playoffs. Euh, Leur avenir va se jouer dans une confrontation avec les Warriors de Stephen Curry, qui sont eux sur une série de 9 victoires sur les 10 derniers matchs. Donc on a deux équipes qui sont vraiment en pleine possession de leurs moyens, qui sont en train d'afficher leur meilleur visage à un moment, au moment déterminant de la saison. Euh, S'il y a quelque chose que j'ai appris sur les dernières rencontres des Lakers, c'est sans Anthony Davis, qui s'est blessé à l'œil, et tu vas me dire un petit peu quelles sont les dernières nouvelles concernant ce truc-là, sans Anthony Davis, je vois pas les Lakers aller bien loin, Ah mais, pour moi, ouais. mais avec lui, clairement, l'espoir de réitérer le parcours de la saison passée est pas exclu. Ah, sans Anthony Davis, pour moi, ils sortent même pas du play-in. Ouais. Ah oui, complètement. Ouais. C'est improbable. Alors, On est il a d'accord. une abrasion de la cornée, il me semble. Donc, on sait, en fait, on sait pas très bien ce il doit pouvoir jouer. Visiblement, il a quand même des douleurs. Tu l'as dit, sans lui, cette équipe, c'est absolument pas la même. D'ailleurs, c'est simple, hein, quand tu regardes les différentes line-up utilisées par les Lakers cette saison, ben, en fait, il y en a pas une seule qui tienne réellement la route sans lui. Complètement. Donc oui, bon, voilà, depuis l'All-Star Game, c'est la 5e attaque de la ligue, c'est beaucoup mieux, mais c'est la 24e défense, donc forcément, c'est difficile d'espérer quoi que ce soit en défendant de la sorte. Pourtant, le bilan collectif est pas dégueu. Moi, je pense qu'ils profitent aussi beaucoup d'un calendrier assez favorable, parce que là, par exemple, tu as parlé de leur série de victoires récentes, mais bon, dans le lot, il y a quand même des victoires contre Atlanta, Memphis, Toronto, Washington. Ils sont peut-être en train de jouer leur meilleur basket de la saison. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant pour espérer un run du niveau de celui de l'année dernière? Je sais pas. Pour le moment, c'est vrai que j'ai un peu de mal à y croire. Mais peut-être de belles prestations dans le play-in me rassureront de ce point de vue-là. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis plus confiant dans la capacité des Warriors à sortir du play-in que de celle des Lakers. Ouais. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques semaines. Mais je pense que ouais, les Warriors sont une des équipes les plus en forme actuellement de la ligue. Depuis l'All-Star Game, ils sont en 18 victoires, 9 défaites. Ça les met au niveau d'équipes comme le Thunder, les Wolves ou les Mavs. Ça défend beaucoup mieux. Toujours sur la même période, la post-All-Star Game, c'est la 6e meilleure défense de la ligue, avec des chiffres Ouais. très proches d'une équipe comme celle des Knicks. Jonathan Kuminga vient de revenir. Bah ouais, sur les derniers matchs, il y a des victoires face à des équipes qui sont sérieuses. Ils ont battu Orlando, ils ont battu Dallas, ils ont battu les Lakers. En fait, la seule question pour moi, c'est celle de la dépendance à Stephen Curry. Aujourd'hui, quand tu regardes Mm. encore une fois les line-up des Warriors, il y en a pas, ils sont trop dépendants de ce mec-là, ils sont trop dépendants de Steph Curry. Donc, j'attends de voir comment Steve Kerr va s'en sortir, quelle rotation il va mettre en place. On voit qu'en ce moment, il hésite pas à reposer ses joueurs en vue des playoffs. Là, sur le match face à Portland, il y a beaucoup d'absents. Ça les a pas empêchés de s'imposer. Donc bon, je croise uniquement les doigts pour qu'il n'y ait pas de pépin physique pour Curry, pour que tout le monde soit en pleine forme. Et pareil pour Anthony Davis, évidemment, hein, pour qu'il revienne en pleine forme. Je pense que le match Lakers-Warriors, il peut être très cool à suivre. Mais, euh, mais, mais de là à être ambitieux en playoff, non, j'y crois pas. J'ai entendu Klay Thompson, là, en interview, il y a 2 jours, je crois, qui parlait de faire un parcours similaire à celui de Miami. L'exemple est beau, mais honnêtement, j'y crois pas une seconde. C'est assez taré de se dire que LeBron James et Stephen Curry, qui sont les deux joueurs les plus importants en termes d'image euh, de la NBA, je veux dire, en Ouais, termes ouais. d'influence, tu vois, enfin, sur les 10, 15, 20 dernières années, c'est indéniable. Ah, c'est les patrons de la ligue sur la Oui, période, voilà, ouais, enfin, sans aucun doute. c'est clairement les méga superstars de la ligue, c'est les visages, les têtes de gondole du truc, quoi, Oui. de l'opération. Et là, ils vont se jouer sur un match à élimination directe, et il y en a un des deux qui va partir par la petite porte, et l'autre qui va avoir potentiellement une chance de continuer, mais sans en avoir l'assurance. C'est assez fou. C'est assez fou. Bah, Et peut-être face à une équipe qui, avec Kevin Durant dedans, c'est dingue de se dire que trois des plus grandes stars de cette ligue sont en train de se dépatouiller dans le play-in avec une potentielle sortie à la bah clé. ouais, mais bon, LeBron 39 ans, Curry 36, Ouais, KD, je crois il doit avoir, oui, je crois qu'il a un an de moins, donc il doit être à 35. Donc quelque part, tu vois,
c'est le sens du temps qui passe et c'est normal. Et quelque part, en fait, on a de la chance, tu vois, de les voir se retrouver dans le play-in parce que on aurait été il y a quelques années avec un format où le play-in n'existe pas. Ni Curry ni le James étaient en Et ouais, playoff. la saison, elle était terminée dans 3 jours pour eux et on n'aurait même pas eu le droit à ça. Donc ça aurait été quelque part encore plus triste. Grosse victoire le play-in. Hein. Je veux dire, Bah ouais. je vois pas qui aujourd'hui remet en cause la pertinence de ce choix de la NBA, quoi. Bah, ce qui est remis en cause, c'est l'écart de victoire. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est ça qui est remis en cause, c'est le seul truc qui gêne un peu les gens, tu vois, c'est de se dire que par exemple les Hawks qui vont terminer la saison avec quasiment 10 victoires de moins que les Sixers peuvent leur griller la place. Mais c'est Sur... c'est effectivement le seul doute quoi. Sur un coup de chaud de Trae Young. C'est dingue hein, non mais Ah merde, c'est Trae Young. fou quoi. Euh, On va parler des Sacramento Kings rapidement. Les Kings sont mal en point. La saison passée, la bonne santé générale de l'effectif avait été une des composantes majeures des bons résultats et de cette magnifique 3e place. Là, il y a Kevin Huerter qui est out pour la saison, Malik Monk qui est à l'infirmerie pour l'entame des playoffs. Clairement, il sera pas là en tout cas pour le play-in. Ni pour le premier tour a priori. Ni pour le premier tour a priori. Ça semble difficile de parier sur cette équipe dont la défense est un problème majeur et qui, sans Malik Monk, ne dispose plus de cet électrochoc offensif en sortie de banc. J'ai peu d'espoir pour les Kings. Ouais, pour moi, c'est l'équipe en laquelle je crois le moins sur ce play-in. Je pense que ça peut paraître injuste parce que c'est pas du tout l'équipe qui fait la pire saison au global, mais je trouve que c'est une équipe moyenne. Tu l'as dit, les blessures de Malik Monk et Kevin Huerter font vraiment très très mal. En l'état, moi, je les vois pas passer. Si on reste sur la photo actuelle des playoffs, je vois Phoenix remporter le premier match et ensuite je vois le vainqueur de Lakers Warriors passer. Tout à fait. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas So Kings comme scénario, si. eux qui ont tabassé les Lakers tout au long de la saison régulière, est-ce que ce serait pas So Kings de perdre le match qu'il faut pas perdre en play-in contre eux? Ça m'irait parfaitement comme scénario. Mais tellement. Et même si c'était une confrontation face aux Warriors, par exemple, oui, bien sûr. ce serait pareil, quoi. Les vieux démons de la saison passée qui remontent et la capacité de sortir cette équipe, quoi, de vieux briscards qui continuent de s'accrocher continuent de s'accrocher, quoi. Bref. Les Suns de Phoenix, tiens, la défaite face aux Clippers qui étaient sans Kawhi et sans James Harden cette semaine a été vraiment un crève-cœur et en même temps la confirmation que cette équipe n'arrive pas à utiliser le talent présent dans l'effectif de la bonne manière, j'ai envie de dire. Alors c'est pas forcément de la faute de Frank Vogel qui a rarement pu compter sur la présence de l'ensemble de son effectif depuis le début de saison. Moi, ce que je vois et ce que je continue de voir encore et encore et encore et encore, ce sont les erreurs sur les couvertures défensives, le manque de communication sur les écrans. C'est hallucinant qu'on soit à ce niveau de la saison et que les mecs ne sachent toujours pas les couvertures et les switches à faire sur les écrans. Je trouve ça dingue. L'absence de variété offensive où tout est axé sur le ton tour, mon tour, à moi, à toi, entre les trois stars. L'état d'esprit général n'est pas rassurant non plus. Alors, il y a du talent, il y a une puissance offensive qui est telle que j'ai du mal à les voir ne pas sortir du play-in, bien évidemment. Mais pour ce qui est de la suite, franchement, je sais pas. C'est une prise de tête d'analyser cette équipe. De toute façon, franchement, elle est. Elle me fatigue cette équipe. Eh ben moi, je vais aller plus loin. Je la trouve, je la trouve presque détestable. Enfin, en fait, pas détestable, mais en fait, c'est une équipe qui est capable d'aller perdre face à des Spurs privés de Wembanyama et d'aller taper Denver 2 jours après. C'est insupportable. Il y a Mais aucune clairement. cohérence, il y a aucune consistance, il y a aucune continuité. C'est insupportable. Donc moi, je reste sur mon idée qu'ils peuvent taper absolument tout le monde sur un match, mais pas sur une série complète. Exactement, c'est ça. Voilà. Et donc pour moi, ça sort du play-in. Mais par contre, après, c'est compliqué. Alors, ils sont pas sérieux défensivement. Défensivement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Ce que je viens de te dire là, je regardais les couvertures de défensifs face aux Clippers, potentiellement un match qu'ils ont absolument besoin de gagner, parce que ça leur permettait de carrément avoir la garantie ou presque de pas faire le play-in. Et non, les gars ils sont là à foirer. La moindre rotation, c'était nul. Oh ouais. là là. Et je pense qu'on peut avoir un premier tour assez cool s'ils sortent du play-in à la 7e place et qu'ils sont opposés par exemple aux Wolves. Je pense qu'on peut vraiment se taper une série marrante entre l'équipe la plus disciplinée et la plus intelligente défensivement et l'équipe la plus
la plus aberrante défensivement, parce que vraiment Phoenix, il y a des moments où t'as l'impression que ils ont oublié qu'il faut défendre sur un parquet. Il y a vraiment des moments où t'as l'impression qu'ils attendent juste que la possession leur revienne, quoi. Donc voilà, j'attends de voir ça, mais je vois pas Phoenix, je vois pas du tout Phoenix faire une campagne de playoff convaincante, loin de là. Ouais, 13e defensive rating sur la saison, c'est pas scandaleux, mais Non, mais non, mais en fait, dans les playoffs, si t'as un minimum d'ambition, c'est sur les détails, quoi. oui. Et sur les détails, ça va pas. Et encore une fois, je persiste et je signe. Tout d'un coup, je me fais expert en body language, en langage corporel, mais je suis désolé. Pour moi, il y a un truc un peu comme les Bucks, tu vois. Il y a un truc qui matche pas dans cette équipe. Oui, Psychologiquement, entre les joueurs, leur entente, tout ça, il y a un truc qui colle pas, quoi. et pour revenir à ce qu'on disait sur le fait que cette équipe elle est incohérente, etc. La semaine dernière, ils ont été plutôt corrects défensivement, et donc j'ai vu des gens Oui, tout à fait. T'as tout à s'enflammer. fait raison de le Voilà, dire. j'ai vu des gens s'enflammer, et notamment des analystes de CBS, etc., etc. Tout à fait. Mais ça ne veut rien dire. Je vous assure, on peut pas se projeter sur ce qui s'est passé cette semaine, parce que cette équipe, et pourtant, j'aimerais bien y croire, hein, parce que moi, Frank Vogel, c'est un coach que j'aime bien. C'est un coach qui, pour moi, est un des meilleurs dans la mise en place de défense collective cohérente, etc., etc. Mais je comprends pas ce qui se passe là à Phoenix. Je peux pas croire que ce qui s'est passé la semaine dernière, ça soit ce qu'on va voir en playoff. Je pense que l'absence totale de continuité de cet effectif Ça l'aide pas. n'a pas du tout aidé Vogel à Je, construire quelque chose de viable. je suis d'accord. Mais je pense que si ça passe pas un premier tour, Vogel, il est quand même sur un siège éjectable. Ah mais tout à fait, tout le monde n'arrête pas de le dire et je trouve ça, je trouverais ça totalement injuste en fait. C'est une équipe comme ça avec la saison qu'il vient de vivre, enfin c'est pas lui qui doit sauter dans l'histoire quoi. Non, effectivement, je pense qu'il y en a Tu dois justement assurer cette continuité pour continuer à bâtir. Mais ils sont pressés par le temps. C'est même, enfin, je dis ça, c'est peut-être l'argument qui devrait justement convaincre encore plus les Suns de maintenir cette équipe. Il y a un moment, faut arrêter de tout changer au moindre soubresaut, quoi. Ouais, non, mais bien sûr, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je sais pas, elle me saoule cette équipe. On va parler des Pelicans. La définition même de l'équipe sur courant alternatif. Les Pelicans t'impressionnent le lundi et te déçoivent le mercredi et ainsi de suite. Le retour de blessure de Brandon Ingram est indispensable si cette équipe veut être prise au sérieux. Je crois qu'ils sont à 4 victoires, 5 défaites depuis sa blessure au genou fin mars. Détail amusant, les meilleures formations de cette équipe. Donc là où il y a un net rating positif, plus de plus 4,8 en net rating, à tous les coups, tu as 4 joueurs des Pelicans. Et ce n'est ni Zion, ni Ingram, ni McCollum, ni Valanciunas. C'est Alvarado, Najee Marshall, Trey Murphy et Herb Jones. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir cité Herb Jones l'an dernier, l'épisode dernier, pardon, dans la catégorie du défenseur de l'année. Ces 4 joueurs-là sont absolument élites défensivement. Ouais. Et ce sont des joueurs enfin, c'est typiquement le genre de role player que tu as envie d'avoir dans ton équipe. Je le dis et je le répète encore et toujours. Mais voilà. Et c'est eux qui permettent à Zion, Ingram et McCollum d'exprimer leur talent en attaque sur le terrain. J'ai hâte de voir les rotations que va nous mettre en place Willie Green parce qu'il y a des grosses décisions à prendre, notamment est-ce que Valanciunas, tu le mets sur le banc ou pas? J'ai l'impression qu'il va devoir jouer beaucoup avec ses comment dire, ses rotations et ses formations qu'il met sur le terrain. Je sais pas quoi penser de cette équipe non plus parce que j'ai l'impression qu'il y a jamais on peut jamais s'arrêter sur quoi que ce soit. J'aime bien les talents présents dans cette équipe. Le fait d'avoir un mec comme CJ McCollum, par exemple, qui est capable de taper un shoot à n'importe quel moment et de taper un coup de chaud sur un terrain à n'importe quel moment en playoff, c'est très utile. Mais ouais, je sais pas quoi penser. Bah écoute, je suis un peu dans le même état d'esprit que toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai très hâte de voir Zion Williamson en playoff, dans sa première campagne de playoff en fait. Donc c'est vrai ça. Il a quand même montré cette saison, quand il enchaîne le match, c'est très sérieux.
Alors, statistiquement, c'est pas du tout sa meilleure saison depuis son arrivée en NBA, mais je trouve quand même qu'il a donné plus de garanties que les saisons précédentes. On l'a vu à un niveau parfois impressionnant dans des matchs importants. Le match face à Phoenix il y a quelques jours, il a été monstrueux et des deux côtés du parquet en plus. Et Et moi, physiquement, il a l'air beaucoup plus affûté. ouais, bien sûr, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus affûté. Exactement. Donc moi, c'est clairement ce Zion-là que je veux voir en playoff. Évidemment, t'en as parlé, le retour d'Ingram est une donnée absolument capitale. Normalement, il était censé revenir en 2 semaines. Le problème, c'est que ça fait 3 semaines qu'il est censé Ouais. revenir il y a dans 2 semaines. Donc, Ils veulent le voir revenir avant la fin de saison, là. Enfin, au moins pour faire un ou deux matchs avant les playoffs. Mais bah là, de toute façon, ils ont plus le choix. Il leur reste 2 matchs, il me semble, à ouais, jouer, je les crois que c'est Pels. ça, ouais. Il leur reste, ouais, 2 matchs contre les Warriors et les Lakers. Ah, tiens, bon programme. Ouais, la vache. Mais donc ouais, non, il faut, enfin, j'espère évidemment qu'il pourra revenir. Je pense qu'il pourra pas être à 100% pour le premier tour de playoff, malheureusement, parce que 1 ou 2 matchs, quand t'as loupé quasiment un mois de compétition, bah c'est pas assez. Donc ouais, non, j'espère qu'il sera là, parce que évidemment j'aime beaucoup le joueur, mais aussi parce que on a envie de voir les équipes à 100% sur les playoffs. Je, je trouve quand même qu'il y a des choses intéressantes dans cette équipe. Depuis le All-Star Game, ils ont vraiment monté le ton en défense. C'est la 5e défense de la ligue sur la période. Quand ils seront au complet, cette équipe, tu l'as dit, a la capacité de gérer les minutes sans Zion et sans Ingram grâce à des line-up extrêmement intéressantes sur le plan défensif. Offensivement, quand Zion Williamson est bien, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aussi. On sait que Ingram est aussi capable d'avoir des matchs où il est très très fort au scoring. On sait que dans la création, il est aussi important, que défensivement, il peut être important. C'est un joueur qui est intelligent. C'est vraiment une équipe que j'ai très hâte de voir en playoff. En l'état, ils sont 6e, il me semble, donc ça veut dire qu'ils seraient confrontés à OKC au premier tour. C'est ça, ouais. Bah, je trouve que c'est un premier tour passionnant. Franchement, hein, Exactement. Ouais. je trouve que c'est un premier tour passionnant parce que entre cette équipe d'OKC qui a fait une grosse régulière mais qui a quasiment pas d'expérience en playoff et cette équipe des Pels avec laquelle on sait pas trop sur quel pied danser, qui est à la fois capable d'être très convaincante et de temps en temps on sait pas trop quoi penser. Bref, je pense vraiment que ça peut être un premier tour très ouvert et très sympa. Elle déborde de talent, cette équipe des Pelicans, et c'est pour ça qu'elle me frustre énormément. C'est parce que j'ai l'impression que ça devrait être beaucoup plus simple, et ça ne l'est jamais, en fait, avec cette équipe. Et c'est ce qui me contrarie, en fait. Et il y a trop de fois où j'ai eu l'impression que ça y est, ils avaient passé ce cap, et finalement non. J'ai en mémoire ces playoffs qu'ils avaient fait, c'était quand? C'était en 2021, face aux Suns, où où ils sont absolument magnifiques face aux Suns, qui poussent en 6 matchs et sans Zion. Ouais, c'est 2022. Hein? 2022. C'est 2022. Ouais, c'est saison 2021-2022, donc playoff D'accord. 2022, ouais. Ah oui, d'accord. C'est pas la saison où les Suns vont en finale, mais c'est là où ils sont sortis par Dallas, les Suns. Ok. Et voilà. Et ce souvenir-là, il est. Enfin, j'avais vraiment l'impression de voir une équipe qui une fois Zion en bonne santé, c'était sûr et certain dans le top 3 de la conférence Ouest. Et en fait, Ouais. je les ai vus probablement beaucoup trop beaux et j'ai probablement sous-estimé tous les ajustements que ça allait demander à cette équipe pour trouver son rythme, quoi. Oui, et puis Ingram était un peu en surperformance sur cette série de playoffs. C'est sûr, Il ouais. avait été vraiment, vraiment Il était très, très incroyable. solide. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on les voit, qu'on les voit à ce niveau-là, qu'on voit Ingram capable de continuer à performer à ce niveau-là, parce que c'est la seule campagne de playoffs qu'il a disputée dans sa carrière. Donc ouais, non, C'est fou. j'ai hâte de voir ce que cette équipe peut donner. Yes, on verra ça. Les Dallas Mavericks, l'équipe de cette fin de saison, clairement, Luka Doncic et Kyrie Irving ont réussi à donner tort à tous ceux qui doutaient de leur association sur le terrain. On peut aussi souligner les bonnes décisions du front office, notamment avec les venues de Daniel Gafford et PJ Washington à la date limite des transferts, qui sont à saluer. Alors, Kyrie Irving, il y a un truc que j'aimerais rapidement dire, c'est que je vois beaucoup là qui font des tours des victorieux là sur Twitter notamment pour dire où ils sont où tous les gens qui disaient que Kyrie Irving était un joueur toxique et tout. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas parce que là maintenant ça se passe bien que ce qu'on disait auparavant le concernant est faux, quoi. Ça, je suis pas d'accord avec ça. En fait, il y a rien qui a été contredit du tout. Je suis désolé. Bah, en fait, Kyrie Irving, en tant qu'élément perturbateur majeur les années passées, que ce soit aux Celtics ou à Brooklyn, ça reste tout à fait vrai. Et je suis désolé, n'importe qui dit le contraire est de mauvaise foi.
son talent n'a jamais été remis en question. Déjà, première chose, c'est plus son attitude en dehors de terrain qui posait problème, ou ses propos en dehors du terrain qui posaient problème. Son association avec Luka Doncic et les résultats qu'ils ont aujourd'hui prouvent qu'il n'est jamais aussi fort que dans le rôle de lieutenant, où ses prouesses offensives sont sublimées par un joueur historiquement dominant. Ça a été le cas quand il était avec LeBron, c'est le cas aujourd'hui quand il est avec Luka. Voilà. Et ça c'est pas mentir. Maintenant, quand tu regardes les résultats des Mavericks sur les 31 derniers matchs ou depuis début mars, eh ben ils sont clairement au top niveau de tout, enfin au top niveau de la NBA. Je veux dire, ils sont sur les 31 derniers matchs, ils sont 3e meilleure attaque, 4e meilleure défense. Et sur les 15 derniers matchs, ils sont même meilleure défense. Ouais. Donc tous les voyants sont en vert concernant Dallas. On sait qu'ils vont être opposés aux Clippers et cette série s'annonce absolument gigantesque. Voilà. Ouais, oui, tu l'as dit, c'est une des meilleures équipes de la ligue depuis quelques semaines. C'est vraiment convaincant ce qu'ils font, et notamment le duo Luka-Kyrie, tu l'as dit. Bon, pour revenir sur ce que tu disais sur Kyrie, ceux qui crient victoire en disant vous voyez, il est pas toxique. En fait, pour moi, Kyrie, c'est un joueur quand ça va mal, tout va vraiment mal. Ouais. En fait, ça va bien, ouais. Tout va vraiment bien. En fait, la réécriture de l'histoire m'énerve. En fait, les gens qui sont là à essayer de te mettre le nez dans le caca en disant ouais, t'as vu ce que tu disais l'autre fois, bah maintenant ça prouve que t'avais tort. Non. Mais absolument pas. Enfin, je suis désolé, c'est n'importe quoi de dire ça. Le présent ne gomme pas du tout ce qui s'est passé sur les dernières saisons. Voilà, je veux dire, on n'a pas été victime d'une hallucination collective, quoi. Je sais pas. Non, c'est ça. Et je sais qu'il y a beaucoup la culture de l'instant en NBA, mais on peut pas, tu vois, 2 mois ou 3 mois ne peuvent pas nous faire oublier 3-4 saisons dernières. C'est pas possible. Maintenant, tu l'as dit, effectivement, là, Kyrie, on le retrouve dans le rôle dans lequel il est incroyable, c'est-à-dire celui de premier lieutenant d'un joueur absolument phénoménal. Et là, on voit bien que ça fonctionne extrêmement bien. Sur les 18 derniers matchs, il n'y a que 2 défaites. Je crois que c'est face au KC et à Golden State. À l'Ouest, c'est très certainement l'équipe la plus en forme. En tout cas, celle qui va s'avancer en play-off avec le plus de confiance. Et ouais, le premier tour qui nous est proposé là, c'est magnifique. C'est magnifique, j'ai pas envie de louper le moindre match de cette série, on va se régaler. Ah mais ça va être la série de ce premier tour potentiellement. Après on va parler des Clippers parce qu'il y a des choses à dire. Et je peux te dire que à Denver là, tout le monde croise les doigts pour que cette série aille en 7. Hein. Ah bah c'est sûr. Parce que Denver va se coltiner le vainqueur de cette série-là en demi-finale très probablement. Donc ouais non, c'est une série qui va être magnifique. Il y a Josh Green qui vient de revenir à Dallas en plus là, qui rajoute de la profondeur de banc. Enfin, cette équipe de Dallas arrive armée jusqu'aux dents aux portes des playoffs quoi. Ouais, et c'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Moi, c'est pas, moi j'ai envie que Luka Doncic, chaque saison, il ait une équipe avec laquelle il peut gagner le titre. Tout à fait. Voilà. C'est tout ce qui compte pour moi. C'est vraiment tout ce qui compte. Et cette équipe dans le clutch, ça va être un enfer absolu. Un enfer absolu. Quand t'as Kyrie et Luka dans la même équipe, mais laisse tomber. T'as plutôt intérêt d'avoir 10 pions d'avance à 2 minutes de la fin parce que. Ouais, et encore, hein. Ça va être chaud patate, quoi. Ouais, non, c'est clair, ça va être trop bien. Trop Alors, bien. Les Clippers, justement. Avant le All-Star Game, les Clippers semblaient partis pour dominer la conférence Ouest. Pour les mois à venir, tu avais l'impression qu'il n'y avait pas de problème, que tout d'un coup, pareil. Alors eux, voilà, on fait monter tout le monde. James Harden, pas du tout toxique, tout se passe bien. Kumbaya, c'est génial. Kawhi Leonard, il est pas blessé et il a jamais autant joué. C'est trop bien, c'est génial, patati patata. On sort du All-Star Break. Une petite période de malaise quand même, une perte de vitesse. L'absence de Russell Westbrook a eu un impact vraiment. Ouais. On voit bien que Russell Westbrook quand il est en sortie de banc. D'ailleurs, je me demandais, on n'a pas du tout parlé de lui en termes de 6e homme de l'année, mais franchement, il peut être dans la conversation, je pense, étant donné l'importance qu'il a dans cette équipe des Clippers. Là, tout d'un coup, on a des doutes sur l'état de santé de Kawhi Leonard. Ça, c'est peut-être le plus préoccupant concernant les Clippers, parce qu'il a une inflammation au genou droit qui le tient en dehors des parquets depuis plusieurs jours. Il a passé un scanner, il n'y a aucun dommage structurel qui a été révélé. James Harden est lui aussi sujet à une inflammation au pied droit, pour le coup.
Paul George et Russell Westbrook jouent actuellement peut-être leur meilleur basket de la saison, ce qui est bon signe. Mais voilà, c'est encore une fois avec les Clippers. Il y a du positif, il y a du négatif, et si Kawhi Leonard est pas présent, Tout s'écroule. eh ben tout s'écroule. Point Ah ouais, barre. bah évidemment, c'est la seule question qui compte vraiment pour cette équipe, c'est celle de son état physique. Alors, ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais honnêtement, il y a rien de plus important. Sans lui, il y a aucun espoir. Enfin non mais non, si tu joues Dallas sans Kawhi, il y a aucun espoir. C'est clair. C'est terrible parce qu'en plus il faisait une saison complète. On l'a dit plusieurs fois. C'est tellement rare et ça tombe au pire moment possible. Et en plus c'est le genou. Ah, Alors ok, les examens ne révèlent rien. Mais enfin, combien de fois dans la carrière de Kawhi les examens ne révélaient rien et il jouait quand même pas parce qu'il se sentait pas ou parce qu'il avait mal ou oui, et parce puis que pas tu vois. plus tard que la saison dernière, on a Ben eu voilà. exactement le coup face à Phoenix, où le gars il commence la série, les 2 premiers matchs, le gars il est surhumain, il marche sur tout le monde, et puis c'est terminé. Et oui, c'est ça. Donc bon alors pour le moment ils s'en sortent plutôt bien hein, sans lui. Il y a 4 victoires. Ils ont gagné face à Denver, à Cleveland, à Phoenix sans lui. Bon, il y a... Non, oui, d'accord, mais là on parle de Mais oui, playoffs voilà, et d'une exactement. confrontation face à Dallas. Enfin, je veux dire, Exactement. Ça n'a rien à voir en fait. C'est un monde qui est totalement différent et franchement non, je serais dégoûté si Kawhi est pas là pour cette série parce que c'est potentiellement la meilleure série du premier tour. Clippers Mavs, elle peut être trop bien. Ça, ça va être ce serait sanglant. gâché, ce serait gâché. Ça va être sanglant. Ouais. OKC Thunder, Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams ont manqué une poignée de rencontres pour différentes blessures, qui semble pas devoir se prolonger jusqu'au playoff, pas du tout. Je crois qu'ils ont fait leur retour d'ailleurs dans l'effectif là. Le Thunder a clairement réalisé une saison exemplaire. Il s'apprête à passer le test ultime des playoffs avec un effectif inexpérimenté. On connaît le point faible majeur de cette équipe, c'est le rebond défensif, bien qu'il y ait une nette amélioration depuis le All-Star break. Le point fort, c'est le scoring sur les balles perdues de l'adversaire, une bonne défense, une attaque centrée sur Shai Gilgeous-Alexander, enfin son génie offensif qui est sans limite. Enfin, je veux dire, ce gars peut créer pour lui-même et pour les autres les yeux fermés. Je tiens à rappeler que le Thunder n'a pas passé un premier tour de playoff depuis le départ de Kevin Durant en 2016, ce qui est assez fou. Ouais. Et ce, malgré le fait qu'ils aient eu une équipe, notamment avec Westbrook, Paul George et Carmelo Anthony, on l'oublie, mais ça a été le cas, qui étaient ensemble sur le terrain. J'ai hâte de voir comment les équipes adverses vont traiter Josh Giddey, qui clairement va être première tentative, ça va être de le laisser seul au-delà de la ligne des 3 points. J'ai hâte de voir comment lui-même Giddey va réagir. J'ai hâte de voir comment les jeunes talents sur le banc, notamment Isaiah Joe, Aaron Wiggins ou Kenrich Williams, vont se comporter, et si Marc Degnaud nous réserve encore des surprises sur le banc. Très sincèrement, j'ai extrêmement hâte de voir les premiers pas d'OKC en playoff. Chet Holmgren aussi, bien évidemment. Enfin voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça. Bah ouais, moi aussi, parce qu'en fait, le problème, c'est que cette équipe, on n'a aucun repère en playoff. Aucun. On l'a dit toute la saison, À part Shai Gilgeous-Alexander. Ouais, et encore, Ouais. c'était un autre joueur à l'époque. Enfin, tu Ouais. vois, C'était la bulle. ouais, voilà. C'était un Puis, contexte particulier. ouais, et puis il avait pas ce niveau de confiance en lui, il avait pas ce statut, etc., Hmm. etc. On l'a dit tout au long de la saison. De toute façon, c'est une équipe qui est ultra jeune. Alors, ils ont su injecter un peu d'expérience au moment de la trade deadline, mais cette équipe, elle a performé bien plus qu'à ce qui était attendu au début de la saison régulière. Donc, faut pas oublier que l'année dernière, ils finissent 10e, ils goûtent au play-in, mais ça va pas plus loin. Donc, cette saison, c'est celle de la découverte des playoffs pour beaucoup de ces joueurs. On l'a dit, Giddey, Williams, Holmgren, Carson Wallace, Aaron Wiggins. Aucun de ces joueurs n'a la moindre expérience de playoffs. Donc, forcément, cette première campagne, elle va être hyper importante pour le groupe. Bon, globalement, cette équipe, moi, je la trouve moins bien maintenant qu'elle ne l'était il y a quelques semaines. Il y a eu des périodes où je les trouvais beaucoup plus impressionnants. Ouais. Leur bilan collectif, il reste très très bon hein, depuis. Faut pas sous-estimer le fait qu'ils sont en train de reposer leurs joueurs majeurs quand même. Oui, c'est vrai. Mais enfin, si tu regardes les stats avancées, ils ont quand même un peu perdu dans tous les secteurs. C'est sûr, mais moi, je trouve que ça ressemble beaucoup aux Nuggets l'an dernier. Où les Nuggets, tout le monde disait « Ah, leur fin de saison, dis donc, c'est pas très convaincant. » Alors qu'ils étaient clairement en mode « On est placé, on risque pas de descendre, on va reposer tout le monde et attaquer les playoffs à pleine balle, quoi. » Ouais, non, mais c'est bien possible. Je sais pas s'ils sont pas en train de faire ça, ok, si. C'est bien possible, en tout cas. Moi, j'ai vraiment hâte de voir comment cette équipe va se comporter. Ils ont quand même 2 matchs
costaud pour terminer la fin de la régulière, parce que Ouais. je joue Milwaukee et Dallas. Donc je pense pas qu'ils termineront en tête de la conférence Ouest. Je pense qu'il faudra se contenter de la 2e ou 3e place. Bon, voilà. En attendant de voir quel sera leur adversaire, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'avoue que ça me plairait bien de les voir face aux Pels, parce que je trouve que ça laisserait, ça serait vraiment un premier tour ouvert. Tu vois, ce serait vraiment un premier tour intéressant à voir, je pense. Ce serait absolument génial. Franchement, il y a plein de configurations là, de séries qui me transcendent. Si on a un Suns Nuggets au premier tour, si on a un Lakers Timberwolves au premier tour, Thunder Pelicans et Clippers Mavericks, ça me va très bien, quoi. Ouais, non, mais Même Warriors Nuggets, ça me plaît bien. Suns Timberwolves aussi. Enfin, je sais pas, il y a que du bon, quoi, en termes d'affiches à l'Ouest. ouais, oui, je suis d'accord. Ça peut vraiment être mortel. Mais ouais, Cheeky Juice avait aussi fait les playoffs, je tiens à le souligner. On parlait du Thunder spécifiquement, mais il a aussi fait une campagne de playoffs avec les Clippers. Un premier tour face aux Warriors. Ouais. En 2019. Voilà. Les Minnesota Timberwolves. Karl Anthony Towns devrait faire son retour face aux Hawks. Donc avant le début des playoffs. Les Timberwolves peuvent encore espérer accrocher la première place de la conférence Ouest. Ce serait la première fois qu'ils le font depuis la saison 2003-2004 avec Kevin Garnett, Sprewell et Sam Cassell. L'équipe devrait commencer les playoffs au complet, terminer la saison avec la meilleure défense de la ligue. Et on est parti pour une nouvelle campagne de playoffs d'Anthony Edwards qui a été très convaincant la saison passée face aux Nuggets. Cette fois, les Wolves ne sont plus les outsiders, mais ils sont vus comme une équipe qui potentiellement pourrait se hisser en finale NBA, sortir de cette conférence Ouest. Reste à voir comment ça réagit collectivement, reste à voir comment la réintégration de Karl Anthony Towns se déroule. Charlie, comment tu les places, ces Wolves? Qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce qu'il t'inspire confiance? Est-ce qu'elle t'inspire confiance, cette équipe? Quand je vois Edwards, j'ai confiance dans les Wolves. Quand je vois Karl Anthony Towns, j'ai peur. Ah, c'est méchant. T'as vu ça, comment je place mon tacle, là? Non, Par derrière, la jambe levée. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par j'ai peur? C'est-à-dire que est-ce que tu envisages, par exemple, un scénario où les Wolves ne passent pas un tour de playoff? Pas vraiment, non. J'ai Ok. pas l'impression que sur la confrontation du Non, mais premier parce que tour, j'ai vu beaucoup de gens dire ça. Tu vois, non, dire que par exemple, s'il y a un premier tour face aux Lakers, par exemple. non. S'ils affrontent les Lakers, pour moi, ça passe. Les Warriors aussi. Les Suns, peut-être. Les Suns, peut-être. Je sais pas. Je sais pas trop quoi penser, mais j'ai du mal à voir les Suns. Enfin, j'ai hâte de voir comment les Suns vont gérer le problème Nurkic, notamment, qui va être emporté dans la plupart des pick and roll, notamment. Alors, avec Anthony Edwards, je te raconte pas. Mec, il va se lécher les lèvres et dire allez, vas-y, ramène-moi Nurkic ici, que je les viscère. En plus, ça serait drôle parce que leur dernier match de régulière, c'est contre les Suns déjà. Mm. Les Lakers, je vois pas parce que les Lakers sont trop dépendants du scoring à l'intérieur et les Wolves, ils arriveront pas à s'en sortir, je pense pas. Ça va être trop compliqué de s'en sortir et sur les lignes arrière, ils ont pas vraiment qui que ce soit pour arrêter Anthony Edwards, quoi. Donc, oui, non, c'est clair, c'est clair. donc ça me semble compliqué. Towns, pourquoi je me montre très critique vis-à-vis de lui, c'est parce que Towns, enfin, il avait très bien fini la série face aux Nuggets. Je suis un peu dur avec lui. Il avait très bien fini la série face aux Nuggets, mais ses tendances à perdre des ballons, une mauvaise lecture de jeu, à pas bien analyser où où en est le match, et qu'est-ce qu'il doit faire, et défensivement aussi les erreurs qu'il est capable de faire parfois. Voilà, c'est là où il me fait peur. Alors, le jour où Karl Anthony Towns arrive vraiment à maturation, s'il y arrive un jour, et qu'il comprend exactement comment exploiter au mieux son talent en playoff, les Wolves passeront un vrai cap, à mon avis. Mais tant que ça sera pas le cas, ça va être compliqué, quoi. Mais face au premier tour, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup à craindre de leur côté, quoi. Bah moi non plus, et puis en plus je pense que c'est le sens de l'histoire en fait, de les voir passer le premier tour. Ça fait 2 ans d'affilée qu'ils échouent, la saison dernière ils se font sortir par Denver et la saison d'avant c'est les Grizzlies, donc j'espère que la troisième ce sera la bonne.
ce serait une belle récompense pour une franchise qui bosse bien, qui bosse Mm. très bien, même dans le sillage d'un Chris Finch qui est remarquable. L'effectif est incroyable. Bah ouais, défensivement, bah ils sont toujours aussi impressionnants. Sur la saison, ils ont de loin le meilleur rating défensif. Ils ont très bien géré, je trouve, la période sans Towns, avec un bilan collectif qui est très correct, un Nasrid qui a fait du superbe boulot pour compenser ça. Donc ouais, il leur reste, ils peuvent même encore terminer premier hein, à l'Ouest. Hein. Oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils peuvent encore terminer premier, effectivement. Ouais. Et ça pourrait changer beaucoup de choses sur leur adversaire. Donc ouais, c'est clair que ça va être hyper excitant de voir comment cette équipe va se comporter, de voir Anthony Edwards, de voir tout ça. J'ai vraiment très hâte et je leur souhaite vraiment de passer au moins un tour et pourquoi pas éventuellement aller plus loin par la suite. Ça dépendra évidemment du tableau qu'ils ont. Je les vois vraiment bien passer un tour. Je sais pas, j'ai pas trop de doute là-dessus. Je peux tout à fait les voir accéder à la finale de conf, étant donné que potentiellement ça sera donc soit OKC, soit les Pels pour l'instant, si on s'arrête maintenant où on en est aujourd'hui. J'ai l'impression qu'avec leur défense surtout, et puis bah, le talent extraordinaire d'Anthony Edwards, j'ai l'impression que ça peut vraiment aller loin. Après, voilà, on verra. On verra Oui. où ça les mène. Et puis si on se projette sur une demi-finale face à OKC, ils ont l'avantage de l'expérience sur le Thunder, ça c'est clair. Et puis ils appuient là où ça fait mal, quoi. Ils appuient à l'intérieur, Absolument. Donc ça peut faire vraiment vraiment mal, quoi. On va terminer ce podcast avec les Denver Nuggets. Denver Nuggets qui possèdent un des meilleurs 5 de toute la NBA avec les Celtics. Ils sont encore plus dominants que la saison passée, croyez-le ou non. N'importe quelle formation, de toute façon, avec Nikola Jokic dedans, est un vrai casse-tête quasi insoluble pour les équipes adverses. On sait que pour l'emporter face à Denver, il faut absolument gagner les minutes où le pivot serbe n'est pas sur le terrain. Et c'est là que le problème réside en play-off pour leurs adversaires. Pourquoi ? Parce que Michael Malone ne fait plus appel, ou du moins beaucoup moins, à DeAndre Jordan ou à Zeke Nnaji, comme il le fait en saison régulière. Il privilégie un remplacement par Aaron Gordon, poste pour poste, au poste de pivot, pendant que Nikola Jokic souffle. J'ai regardé justement le 5 majeur avec Jamal Murray, KCP, Porter Jr., Peyton Watson et Aaron Gordon affiche un net rating de plus 20,3. Alors, ils n'ont joué que 38 possessions, très petit échantillon, mais ça suffit pour comprendre que Malone dispose à sa disposition le personnel nécessaire pour survivre ces minutes sans Jokic. Et c'est ça qu'il va falloir, sur laquelle il va falloir se concentrer pour leurs adversaires. Parce que s'ils n'arrivent pas à creuser l'écart quand Jokic n'est pas sur le terrain, grosso modo, c'est compliqué, quoi. Ah, c'est même peine perdue. C'est même peine perdue. Je tiens à souligner l'excellent travail du coaching staff et de Michael Malone cette saison pour travailler le développement de Peyton Watson et de Christian Braun. Christian Braun, là, qui termine la saison sur les chapeaux de roue, il est en forme absolue. Peyton Watson a été très constant toute la saison. Donc, on va voir s'ils sont capables de prendre le relais de Jeff Green et de Bruce Brown. C'était un peu le point d'interrogation concernant cette équipe quand ces deux gars-là sont partis. Christian Braun a déjà prouvé, notamment dans le Game 3 des finales l'an dernier, qu'il est capable de répondre présent quand les feux des projecteurs sont sur lui. Peyton Watson, lui, n'a quasiment pas joué en play-off la saison dernière, même s'il a eu quelques minutes que ce soit sur le terrain. Ça va être à lui de prouver sa valeur dans les moments chauds, le moment où il va devoir être effectif sur le terrain, être efficace. Je suis plutôt confiant, moi qui ai suivi les Nuggets match après match, parce que sa force particulière à Peyton Watson, c'est la défense, et c'est déjà un des tout meilleurs joueurs en défense de la ligue, à mon sens. Donc voilà. Je pense que Denver reste, jusqu'à preuve du contraire, le favori de la conférence Ouest. Alors pour te répondre, il a joué 14 minutes en tout sur la campagne de la saison dernière, Peyton Watson. En playoff. Ouais. Écoute, on a besoin de les voir en playoff pour avoir la certitude que les absences de Bruce Brown et Jeff Green vont être compensées. Moi, c'est la seule chose, c'est que effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Le coaching staff a fait du très très bon boulot. Maintenant, Bruce Brown, c'était plus de 25 minutes par match en playoff.
Jeff Green, c'était plus de 15, je crois que c'est 17,2 minutes en playoff. Bref, c'est des temps de jeu moyens qui sont vraiment importants, c'était des apports qui étaient vraiment importants, donc c'est l'élément sur lequel moi j'ai besoin d'être assuré. Oui, c'est l'équipe qui est évidemment la mieux armée dans cette conférence Ouest. Alors d'un point de vue purement statistique avancé, c'est pas forcément très clair, hein. Ils sont entre guillemets que la 7e attaque et la 8e défense de la saison régulière, mais ils montent complètement en puissance. Si on regarde le segment post-All-Star Game, c'est la 3e attaque et la 4e défense. Donc, je sais pas s'ils sont plus ou moins forts que la saison dernière. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai quand même cette saison la sensation qu'il y a une dépendance assez importante à Jokic, peut-être même plus importante que la saison dernière. Alors en soi, c'est pas dramatique, hein. La saison dernière, en playoff, il joue quasiment 40 minutes de moyenne par match, il peut le refaire et il va le refaire, mais c'est quand même à signaler. Maintenant, oui, pour moi, si cette équipe, elle va pas au moins en finale à l'Ouest, je serais extrêmement surpris. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont un boulevard jusqu'à la finale NBA. J'irai peut-être pas jusque-là, parce que non plus. Voilà, il y a des équipes qui peuvent, je pense, leur poser des vrais problèmes. Mais bon, les signaux sont quand même globalement au vert. Jamal Murray est revenu il y a une semaine après avoir loupé, il me semble, 6 ou 7 matchs pour des pépins genou-cheville. Il reprend à temps pour reprendre le rythme de la compétition avant les playoffs, et ça va être une donnée capitale. On sait à quel point ce type-là peut être un joueur absolument majeur pour cette équipe. Donc ouais, je suis assez confiant pour les Nuggets. J'ai pas trop de doutes sur leur capacité à se sortir du piège au moins des 2 premiers tours de playoff, et puis on verra après en fonction de leur adversaire en finale. Mais en tout cas, oui, c'est l'équipe qui est la mieux armée, c'est l'équipe en tout cas qui réunit le plus d'éléments qu'on attend d'un contender en playoff à l'Ouest. Ce qui est marrant avec les Nuggets, c'est qu'ils ne semblent pas, ça semble pas inéluctable. C'est-à-dire que je peux tout à fait croire qu'une équipe puisse trouver les solutions nécessaires pour leur poser des vrais problèmes et les battre. Et en même temps, il y a une espèce de force tranquille chez eux où, on l'a bien vu cette saison, leurs 5 majeurs et leurs meilleurs joueurs quand ils sont sur le terrain et que il faut refaire l'écart, il faut répondre présent dans les moments décisifs, il faut garder la tête froide et prendre et faire les bons choix sur le terrain. Cette équipe a le métier, a l'expérience pour réussir à faire ça, quoi. Ouais. Maintenant, j'ai envie de te dire, je suis un petit peu chiffonné par rapport à l'état de santé de Jamal Murray. Ça a l'air d'aller, mais il y a quand même eu pas mal de petits pépins physiques par-ci par-là cette saison, notamment au niveau des jambes. Et ça, j'aime pas trop voir ça. Et effectivement, si Jamal Murray demain se faisait un genou, je sais pas quoi, et devait manquer une période un peu importante, en fait, les Nuggets ne pourraient pas encaisser l'absence d'un joueur de leurs 5 majeurs très longtemps. C'est ça, cette équipe n'a pas une grosse marge. C'est ça. Je suis d'accord. C'est-à-dire que tant que tout va bien et que les joueurs sont en forme, ils sont excessivement compliqués à sortir. Pas impossible, mais très très compliqué. S'il y a un pépin physique chez Gordon, chez Porter Jr., dont on connaît voilà, où on sait que sa santé clairement ne tient qu'à un fil, hein. C'est incroyable que ce mec-là soit capable d'enchaîner les matchs comme il le fait. Ou Jamal Murray, et je parle même pas de Jokic qui a eu pareil un problème au poignet, qui a eu plein de petits bobos comme ça tout au long de la saison qui traînent encore aujourd'hui. Je me fais pas de soucis. Pour l'instant, il y a pas de quoi se faire il y a pas de quoi s'inquiéter. Mais voilà, faut rester vigilant, et si jamais ça part pas dans le bon sens, là, on pourra commencer à se gratter un peu la tête du côté de Denver. Mais c'est ça, c'est-à-dire que si on voit qu'un Jamal Murray, par exemple, est même sans louper des matchs, s'il est ne serait-ce que gêné, qu'il n'est pas à 100% physiquement, et qu'on se dirige, par exemple, vers une demi-finale de conférence face à Dallas, par exemple. Complètement. La preview sera compliquée à faire. Ah mais voilà. Et moi, ce que j'imagine bien, c'est tu démarres une série. Au game 2, au game 3, il y a Jamal Murray qui se tord la cheville, et tiens, il va manquer les 2-3 prochains matchs. Et là, tout d'un coup, t'es à découvert, quoi. C'est-à-dire que tu commences vraiment, et puis potentiellement, c'est là où tu vas commencer à vraiment jouer
Jokic de grosses minutes, te reposer sur d'autres joueurs. Enfin bref. Après, c'est le jeu, hein. C'est comme ça les playoffs. Je veux dire, c'est excessivement compliqué de naviguer jusqu'au titre NBA. C'est jamais un hasard quand tu gagnes le titre, et en même temps, il y a une part de chance et une part d'opportunité et une part qui est impossible à prédire, qui est colossale, quoi. Enfin, non, mais tout à fait. Mais c'est clair que si Jamal Murray est pas là, par exemple, en termes de création, t'es tellement dépendant de Jokic que ça va devenir compliqué. Et puis tu perds l'arme létale qui est le pick and roll Jokic Murray, où là il y a personne qui a la solution, quoi. Tout à fait. Voilà, on verra ça. Charlie, merci de m'avoir accompagné. Bah écoute, c'était un plaisir. Enfin, on est au playoff là bientôt. Ça y est. Grave. Et puis on se retrouve toi et moi dimanche prochain pour se faire le preview. Voilà, j'espère que tu seras là. Oui, je serai bien là. Sinon, je le ferai tout seul. Donc voilà, donc on risque de sortir un peu tard. Ça se trouve, le podcast sera disponible au moment où les matchs du dimanche soir vont commencer. On verra bien. On va essayer de faire au mieux. Promis, juré. Moi, je pars en vacances avec ma fille là. Donc je vais profiter à fond. Je vais suivre bien évidemment tout ce qui se passe depuis mes vacances. Et on se retrouve donc dimanche prochain pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. Voilà, passez un très bon week-end, profitez à fond de la période qui est en train de commencer, du play-in, tout ça, et on se retrouve dimanche pour le preview. Ciao, bye bye.